dans le cadre de leur formation. Et donc, si des amicalistes qui ont eu des formations souhaitent que nous nous déplacions pour les accompagner sur une ou deux séances pour faire vivre les contenus plus pédagogiques, l'AEF est à votre disposition et ce sera un plaisir de pouvoir travailler avec vous. Nous espérons que l'année prochaine, nous pourrons reproposer un voyage de découverte dans un centre de formation. Et je donne rendez-vous tout de suite, là. Vous pouvez aller à vos tablettes, tous les amicalistes, pour la journée du 3 juillet, où la Ligue de Paris met à notre disposition, la Ligue, l'amicale régionale, le site de Morfondé pour un tournoi de foot à 8 interamical qui aura lieu de 9h30 à 13h. Et nous offrons le repas à tous les participants par un traiteur sur le site de Morfondé. Voilà. Tournoi 8, initiation au golf foot et restauration donc offerte. Tous les départements sont au courant et on espère être assez nombreux pour finir la saison 2020-2021 de la meilleure manière possible. L'AEF vous a proposé cette soirée et je ne vais pas être plus long. Je remercie donc bien sûr IMED d'avoir spontanément, rapidement répondu à notre demande et d'être s'être mis d'accord avec Charles sur l'orientation de cette soirée. Le président du district des Hauts-de-Seine, Monsieur François Charras, sera présent avec nous ce soir. Je ne sais pas s'il est déjà arrivé. S'il est arrivé, François, je vais te passer la parole. Sinon, on le fera intervenir à la fin de la soirée. Voilà. Pour ma part, c'est fini. Merci Imed, merci Charles et son équipe. Merci à vous tous d'être présents avec nous. Et je vous souhaite une très très bonne écoute de la soirée avec Imed. Donc, Christian, François n'est pas arrivé encore parmi nous. Donc, il va sûrement… Eh bien, je salue la présence d'Alain Lemoine, président de la commission technique du Val d'Oise et qui appartient à de nombreuses commissions. Voilà, je salue tout le monde et je te laisse la parole, Charles. Donc, voilà, bien évidemment, on remercie le district 92 qui nous allait donner l'accès à Zoom et qui nous permet aujourd'hui d'organiser cette vidéoconférence dans les meilleures conditions. Juste pour finir l'intro, donc je vais vous mettre en plein écran, voilà, le sommaire. Donc, et je laisserai la parole après à Imed. Donc, un premier temps de présentation personnelle, ensuite une présentation du projet de jeu sur le club de Bobigny et l'accompagnement du joueur et l'utilisation de l'outil coach adjoint. Donc, on vous souhaite une très bonne vidéoconférence et je te laisse la parole, Imed. OK. Et le partage aussi. Déjà, merci pour l'invitation. Déjà, je suis ravi d'avoir répondu à ton invitation, Charles, avec Christian. Très simplement, Imed Ama, je suis à la commission technique depuis maintenant 4 ans. Je suis originaire du 92. Donc, mon parcours a commencé par accident d'éducateur, c'est-à-dire que j'ai commencé tout de suite en senior à l'ES Nanterre, bien que ayant connu une toute petite période en tant qu'éducateur sur les U13 à la JSC Nanterre. Donc, essentiellement, mon départ, c'est… Ouais, Imed, tu dois pouvoir réactiver ton micro, excuse-moi, parce qu'il a fallu que je coupe. Je t'en remercie, désolé. Là, c'est bon? Ouais, là, c'est bon. Voilà. OK. Voilà. Donc, comme je le disais, j'ai commencé par les U13 au départ à la JSC Nanterre, le club présidé par Kamel Labed à l'époque. Puis, par la suite, j'ai continué à jouer en senior. Et puis suite à une énième blessure, j'ai pris l'équipe réserve à l'ES Nanterre, qui était en deuxième div de district.
Et puis, je me suis très vite rendu compte que je n'étais pas encore prêt pour le monde senior et il fallait absolument déjà me former, prendre de l'expérience. Du coup, je me suis retrouvé à reprendre des 19 ans à l'ES, toujours à l'ES Nanterre. Boubou m'avait sollicité pour récupérer l'équipe B. On avait une équipe première qui était en DSR. Donc voilà, donc j'ai relevé le challenge avec l'accompagnement de Boubou parce que j'étais aussi en formation à cette époque-là. Donc voilà, j'ai eu un accompagnement et puis j'ai fait le choix par la suite de partir à l'Ararat ici Molino après les sollicitations du président. Donc j'ai fait une année avec des belles rencontres au sein du club et j'ai encore une amitié pour le président encore. Et puis par la suite, j'ai rejoint le Racing. Euh, en équipe U19 toujours, et c'était l'équipe 3. Donc le Racing, à l'époque où je l'ai rejoint, il y a l'équipe première, l'équipe 1, 19 ans nationaux, la réserve est en R2 et l'équipe 3 est en R3. Donc voilà, je collabore avec Emmanuel Trégoat et Camille Emia. Et ça se passe plutôt bien, mais en cours de saison, Camille Emia démissionne. On était en difficulté en équipe 2. Et c'est à ce moment-là que je récupère l'équipe R2, donc pour finir la saison. Puis en fin de saison, pour des échanges qui étaient infructueux avec le manager du club, j'ai démissionné en fin de saison, après la fin du championnat. Et c'est là où l'entente Saint-Laurent-Saint-Gratien m'a contacté pour récupérer encore les 19. Donc, je fais 3 années en 19 ans à l'entente. Puis, à la fin des 3e années, je rejoins Drancy, où là aussi, je fais 3 années à Drancy avant de rejoindre l'AF Bobigny, qui est maintenant le FC 93. Donc voilà, pour le parcours. Et puis maintenant, je vais entamer allez, on va dire ma deuxième année au FC 93. Ok, merci. Merci Imed pour cette première présentation. Donc, tu as été principalement sur les 19. Est-ce qu'il y Oui. aurait Alors, quelque chose que tu aurais… alors j'ai oublié de le mentionner, mais j'ai fait les U15, les U12, U13, U15 à l'ES16. Essentiellement les U15 en district en troisième div. Donc voilà, j'ai oublié ce petit qui m'excuse par rapport à ça, mais j'ai oublié le S16, qui était où je suis resté d'ailleurs, je suis resté 5 ans. D'accord, ok. Voilà. Ouais, donc c'était quand même une grosse période. Ouais, je suis resté 5 ans. C'est un bon club et j'ai rencontré de bonnes personnes là-bas, donc voilà, j'ai pris du plaisir à rester autant d'années. Ok. Est-ce qu'il y a des choses particulières en termes de conseils que tu aurais à nous donner par rapport à la catégorie 19, justement, que tu as eu sur… C'est une catégorie maintenant, ça a changé, parce que là, maintenant, c'est des U18. Donc, on le voit, hein, moi, je le vois, le changement. Je pense que Christian peut en témoigner par rapport à des 19 ans il y a quelques années. Morphologiquement, ça a changé. Enfin, même la vitesse, la puissance, il y a plein de choses qui ont changé entre entre les 18 et les 19. Mais essentiellement, c'est sur l'aspect de la gestion des garçons qui est complètement différente qu'avec des U17 ou des U15. Sur les U19, vous avez généralement des garçons qui commencent à être déscolarisés, des garçons qui commencent à rentrer dans la vie active, beaucoup de problèmes sociaux. Et donc, on est beaucoup plus vigilant et on est moins football, entre guillemets, en 19 ans que sur les autres catégories de jeunes. Mais par contre, c'est une catégorie que moi, j'affectionne beaucoup parce que le facteur humain, il est hyper important et on construit beaucoup de choses avec ces garçons-là. Et moi, pour exemple, il y en a qui ont réussi dans la vie active et il y en a qui ont réussi aussi dans le foot. Et le dernier en date, c'est Youssouf Fofana qui joue à Monaco.
que je récupère, qui joue en équipe B U17 à Drancy et qui est à 2 doigts d'arrêter le foot. Et par la suite, voilà, c'est ce que je te disais un petit peu tout à l'heure, c'est l'aspect humain, le facteur psychologique est hyper important, l'accompagnement du joueur, il est important aussi. Et il y a des rencontres, on fait des rencontres comme ça sur des joueurs. Et lui, ça a tout de suite fonctionné. Et puis, c'est un garçon qui est maintenant au plus haut niveau. Donc, c'est une catégorie qui est particulière, mais qui est très plaisante. Ok. Et dans la gestion de ton groupe senior aujourd'hui, c'est quelque chose que tu retrouves? La particularité, c'est que j'ai un groupe d'une moyenne d'âge de 23 ans et demi. Et j'ai beaucoup de jeunes en N2. Il faut savoir qu'on évolue avec 4 équipes pro, des réserves pro, et on est à peu près dans les mêmes moyennes d'âge. Voilà. Donc, si tu veux, ça ne m'a pas dépaysé quand je suis arrivé à Bobigny, parce qu'en fait, je suis venu pour ça. Le président m'a fait venir pour ça, parce qu'à un moment, le club n'a pas des moyens financiers pour engager ce que nous, on appelle des CV. Donc, il a fallu repartir sur un projet jeune, parce que l'équipe, elle a failli descendre. L'année avant que j'arrive, l'équipe se maintient miraculeusement à la dernière journée. Et donc, du coup, le club s'est séparé de 24 joueurs. Donc, il a fallu tout reconstruire. Donc, moi, j'arrive avec ça, avec aussi mon réseau de jeunes joueurs et aussi mes contacts des joueurs qui étaient en centre de formation et qui revenaient sur la région parisienne, qui étaient libérés. Donc, du coup, ça m'a permis de récupérer, de relancer des joueurs. Il n'y a pas eu de la réussite avec tout le monde, mais avec la majorité des joueurs, on a pu relancer des garçons. D'ailleurs, l'année dernière, on a 5 garçons qui ont signé leur premier contrat professionnel. Ok. Donc, tu nous as parlé un peu des caractéristiques de ce public, et tu as un groupe assez jeune. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est impactant sur ton projet de jeu et ce que tu proposes à tes seniors? En fait, il y a un dynamisme qui se met en place tout seul. Les garçons, ils adhèrent tout de suite parce que le projet de jeu, on va le détailler après, mais vous donnez vos idées, vous savez à peu près ce que les joueurs aiment. On a été pour la majorité, on a tous été joueurs, donc on sait à peu près, on se base aussi par rapport à ça. Donc, dans la construction du projet de jeu, découle forcément le recrutement que vous faites. Donc, à partir de là, on recrute des joueurs par rapport aussi à notre projet de jeu. Donc voilà, donc il y a des profils à qui on va être beaucoup plus attentif sur certains profils que sur d'autres. Donc les joueurs, quand je les récupère, moi j'ai une facilité à mettre mon projet de jeu en place. Par contre, ce qui est compliqué, c'est que c'est des garçons qui n'ont pas connu ce niveau-là. C'est-à-dire que pour la majorité, ce niveau-là, ils ne l'ont pas connu auparavant. Donc c'est une découverte pour eux. Ça a été aussi une découverte pour moi parce que je ne connaissais pas le niveau non plus. Tu imagines que je fais en 19 ans, je fais de la première division de district jusqu'en nationaux. Parce qu'à Drancy et à Sannois, on fait une montée avec le groupe de 19 ans DH à 19 ans nationaux. Et en allant à Drancy, on fait aussi la même chose avec le même staff. Donc, on fait 19 ans DH, 19 ans nationaux. Donc, la majorité des garçons, si tu veux, quand je les récupère à Bobigny, ils connaissent le projet de jeu. Il y a eu des aménagements, il y a une forme d'évolution aussi, parce que je suis très attentif aussi. Le foot évolue, chaque année, ça évolue. Les joueurs aussi évoluent. Donc, du coup, nous, on doit être aussi réactifs par rapport à ça. Et puis, en N2, contrairement en Ligue et en 19 ans nationaux, ça commence à être le cas. Là, tu es observé, c'est-à-dire que tu as la vidéo. Les matchs sont filmés. Donc, du coup, il va falloir, dans ton animation, trouver aussi des parades, qu'on n'ait pas l'impression de voir toujours la même équipe. Donc voilà, on travaille sur différentes animations et qui nous permettent justement d'être le moins prévisible possible. Ok. Et donc, quelles sont tes idées? Quel est ton projet de jeu? Le projet de jeu, alors moi, j'avais, si tu veux, j'avais un principe qui était de base, c'était mon envie de jouer toujours avec 2 attaquants, toujours à jouer avec 2 pointes. Pour moi, c'est le football que moi j'ai connu, que j'affectionne. J'ai connu un petit peu, quand je suis arrivé au Racing, c'est des choses que j'ai mis en place parce que je savais que de l'époque,
des anciens du Racing. Le Racing était beaucoup en 4-4-2 à l'époque, avec Monsieur l'Amnésiaque. Donc, c'est un football que moi, personnellement, voilà, c'était une de mes bases. Après, peu importe le système, parce qu'on dit souvent, ce n'est pas un problème de système, c'est plus une animation. Mais j'avais besoin justement d'articuler tout ça sur justement ces deux attaquants, ces deux pointes. D'accord. Donc, à Saint-Noix, par exemple, je l'ai mis en place sur un 3-5-2. Voilà. À Drancy, c'était sur un 4-4-2 en losange. À Bobigny, c'était sur un 4-4-2 en losange aussi, et parfois aussi en 4-4-2 à plat. Ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, j'ai trouvé des aménagements et un lien entre le 4-4-2 en losange et le 4-4-2 à plat, et dans l'animation. Donc, sur la question de l'animation, c'était par des aménagements, par des déplacements, et on pouvait passer d'un système à un autre dans le même match. Ce qui pouvait, quand on a le ballon et quand on ne l'a pas. Et ça, c'était intéressant. Donc, très vite, je me suis retrouvé face à des joueurs qui n'avaient pas l'habitude de jouer comme ça, en losange. Je te parle de ça il y a 5 ans maintenant. Et avaient perdu ce repère de jouer avec un 10 et deux pointes. Et comme on sait, donner aussi cette liberté aux latéraux d'être libres sur le plan offensif et d'avoir un positionnement assez haut. Donc voilà. Donc, du coup, ces principes-là, je les ai mis à Bobigny. Alors, je ne te cache pas que au début, c'était un peu difficile sur les matchs de prépa. Et d'ailleurs, on m'avait prédit que ça allait être compliqué de jouer comme ça en N2. Mais le fait de le mettre en place et le fait de le travailler énormément, ça a été une révélation pour beaucoup, parce qu'on finit deuxième attaque derrière Bastia et deuxième défense derrière Sedan. Donc, on n'a pas pris beaucoup de buts sur 20. Bon, même si on a fait 21 matchs sur 30, mais on était dans des standards assez solides. Donc voilà. Donc, le système, on va le voir si tu le permets. On va commencer à regarder. Alors, hop. Alors. Tu es avec moi, Charles, hein? Ouais, c'est bon. Ouais. Voilà. Allez. Hop. On va mettre ça. Là, c'est bon pour tout le monde? Ouais, on voit très bien. Après, je pense que tu peux peut-être le mettre en plein écran, non? De ton côté? Alors, Ouais, là, c'est parfait. Là. super, c'est bon? Ouais, parfait. Voilà. Juste pour détailler un peu les objectifs quand je suis arrivé. Donc, l'objectif de la N2, dans un premier temps, c'était de stabiliser un peu cette équipe en championnat national, parce que, comme je le disais auparavant, on a failli descendre. Donc, pour le club, c'était quelque chose de compliqué à vivre. Le président l'a mal vécu parce que c'était beaucoup de tensions. Et puis, on sait qu'une relégation, ça a un impact aussi financier. Donc, il était important de stabiliser cette équipe en championnat national 2. Et puis, de construire aussi un groupe sur un cycle de 3 ans. Malheureusement, ce cycle a été interrompu par le Covid. Et puis, notre première année, on ne s'y attendait pas. Avoir 17 départs des garçons qui… alors, il y en a 5 qui ont signé leur premier contrat professionnel, d'autres qui ont eu le triple, voire le quadruple de leur salaire proposé ailleurs. Donc, on a dû repartir sur un effectif totalement remanié cette saison. Bon, on avait bien démarré. On est à 3 points. Non, on était à 1 point du premier et avec un match en retard. Mais donc, la mayonnaise, elle a mis un peu de temps à prendre, mais on a commencé à trouver notre rythme de croisière au bout de la 4e journée. Et jusqu'à la 8e journée, on était sur 4 victoires de suite. Donc, on était plutôt pas mal. Donc, l'objectif, c'est de chaque saison améliorer l'équipe avec des éléments extérieurs. Donc, le but, ce n'est pas de faire 17 recrues. J'ai connu des clubs où, en senior, on recrute à tour de bras. Ce n'est pas mon objectif, ce n'est pas l'objectif du club. C'est d'amener des éléments et on va le voir tout à l'heure comment on procède à ce niveau-là. Intégrer les jeunes du club par cycle, selon les postes et selon la période. Il ne faut pas les lancer trop tôt, mais en même temps, quand ils ont de la qualité, il ne faut pas s'empêcher aussi de les mettre.
Mais par contre, il faut qu'ils soient bien accompagnés, et d'où l'importance d'avoir un groupe avec une certaine stabilité et en même temps d'avoir quelques cadres qui puissent nous faire avancer et de faire progresser ces jeunes joueurs. Avoir une identité 93, bah, c'est un département qui est particulier. Pour la plupart, vous connaissez. Il y a des spécificités, il y a un environnement qui est totalement différent de ce que j'ai pu connaître dans le 95 et dans le 92. Donc voilà, donc avec des valeurs, il y a beaucoup de valeurs dans le 93, malgré les clichés qu'on peut avoir. Moi, quand je suis arrivé avec certains a priori, sincèrement, j'étais agréablement surpris et de découvrir qu'il y a beaucoup de compétences et il y a beaucoup d'idées pour faire avancer un projet. Là, sur la saison dernière, comme vous pouvez le voir, on avait 2 2002 qui ont participé au championnat N2 et en Coupe de France. Un 2004 qui était gardien, qui était dans mon groupe, que j'ai surclassé des U16 après l'avoir vu et après discussion avec notre entraîneur des gardiens. 6 joueurs 2000, dont 4 qui étaient titulaires, dont un qui a signé un contrat dans un club pro. Et on avait 7 joueurs 99 qui, pour la plupart, étaient titulaires dans leur groupe. Alors, donc l'organigramme du FC 93. Donc, j'ai eu comme adjoint Julien Luger et Adlan Boabache, responsable du pôle médical Benjamin Magnien, préparateur athlétique Julien Luger, qui est passé par des clubs pro, qui était à Boulogne-sur-Mer, qui était à Caen, Cyril Caramel, qui est entraîneur aussi des gardiens pour la Ligue de Paris. Donc, moi-même et Julien, on est aussi sur la partie vidéo. Un chargé administratif qui est M. Sidam Mohamed, qui est dans le district 93, Emmanuel Sampaio, qui est dirigeant. Donc, voilà la structure de mon staff. Sachant que Mohamed, il est chargé administratif, donc il s'occupe de tout ce qui est réservation des cars, des hôtels, des avions, quand on est amené à aller en Corse, par exemple, et les salaires des joueurs, ce qui n'existait pas au club avant que j'arrive. Donc, on a mis ça en place et Mohamed s'occupe de tous les salaires, de tous les virements des joueurs. Alors, pardon. Hop. Alors, le projet de jeu. Donc, voilà. Alors, les caractéristiques des joueurs recherchés, donc il y a la maîtrise technique, il y a la mobilité, il y a l'intelligence, l'adaptabilité. Donc, ça, c'est quelque chose d'important pour moi et on va revenir en détail là-dessus. La vitesse, parce qu'on voit que le football, ça va de plus en plus vite. Et le sens du collectif. Et là, quand je parle de sens du collectif, c'est surtout l'état d'esprit, et je vais le détailler un peu plus tard. Sur les systèmes qui ont été travaillés, qui ont été vus par tous les joueurs, il y a le 4-4-2, il y a le losange, il y a le 3-3-2-2, c'est-à-dire qu'on est avec des latéraux qui soient à la même hauteur que notre 6, et 2 relayeurs et 2 attaquants. Et on a, à la différence sur le dernier, on a cette fois 2-6, 1-10 et 2 attaquants. Voilà, ça c'est pour les systèmes. Hop. Alors, ça bloque un peu. Voilà. Là, c'est bon. Ouais, très bien, ouais, parfait. Okay. Donc, le premier système qu'on avait vu, c'était le 4-4-2 à plat. Donc là, j'ai mis un peu les plus et les moins par rapport à ce système. Donc, les points positifs, c'est l'équilibre, l'équilibre aux transitions. C'est quelque chose qui, pour moi, est très important, surtout dans un championnat N2 où la moindre erreur, vous la payez cash. Il était important, justement, à la perte du ballon, de répondre. Mais en même temps, quand on l'avait, c'est justement d'avoir toute cette gestion des espaces et justement la gestion surtout de la largeur et de la profondeur. Donc, vous avez des binômes un peu partout. Ça, c'est le côté positif. Voilà, donc travailler sur le côté de la complémentarité, c'est important. Donc, alors, nous, on a pour objectif de récupérer le ballon haut. Si on ne peut pas le récupérer, on est sur du médian. Donc, on jongle en fonction de l'adversaire aussi. On regarde beaucoup les vidéos de nos adversaires. On sait à peu près à quel moment on veut récupérer le ballon. Donc, les consignes elles peuvent changer
d'une semaine à une autre, ce qui est différent en jeune. Sur les points négatifs, la gestion de la défense entre les lignes, l'équilibre, c'est un système où on peut vite casser des lignes justement par des joueurs qui sont percutants en plein axe ou sur les côtés avec des retards dans le repli. Donc, voilà ce qu'il peut avoir comme point négatif. Le losange, donc c'est le système que j'ai mis en place sur les dernières années à Drancy et à Bobigny. Donc, les points positifs, comme on peut le voir, beaucoup de joueurs à l'intérieur. On a ces quatre milieux là qui sont souvent en supériorité numérique, généralement avec un 10 qui se balade un peu entre les lignes, avec des consignes où moi je demande que ce joueur-là ne décroche pas et essaye de rester le plus longtemps possible, justement, d'occuper les espaces derrière les milieux adverses. Joueur étagé, donc c'est pour justement favoriser un peu les jeux combinés, les relations à 2 à 3 pour trouver justement des joueurs lancés, parce que dans ce système-là, on le voit là avec les 2 flèches, c'est d'avoir nos 2 latéraux qui soient sollicités. Ça, c'est important. Et c'est un système, on le verra tout à l'heure avec les stats, c'est un système qui nous permet d'avoir une possession du ballon et comme je le dis souvent aux joueurs, plus on a le ballon et moins on est en danger. Les points négatifs, occupation de la largeur, parce que justement sur les côtés, autant j'ai mis la flèche là, mais j'aurais pu aussi la mettre de l'autre côté, c'est d'avoir cette infériorité parfois dans les couloirs, mais là il y a des aménagements encore une fois, et on va le voir tout à l'heure. Et il faut avoir des latéraux qui soient hyper performants dans les transitions et d'avoir des joueurs, même dans l'axe, qui soient très forts dans les 1 contre 1. Donc là, comme on peut le voir sur le… Alors, vous avez sur la gauche, c'est les systèmes… Tes écouteurs maintenant ? C'est le côté défensif du système, du losange. Et à droite, c'est ce que je demande quand on a le ballon offensivement. Donc, on peut voir à gauche la gestion des couloirs, comme je le disais juste avant. Ça, c'est quelque chose d'important. Donc, on voit qu'on est bien axé à l'intérieur. Et plus bas, ce que je demande, c'est justement à la récupération du ballon qu'il y a un harcèlement sur la première touche à l'intérieur. C'est d'essayer tout de suite de cadrer et d'attirer justement le ballon à l'intérieur pour justement essayer de le récupérer le plus vite possible. À droite, quand on a le ballon, vous voyez, là, on a des latéraux qui sont très hauts. On a un 6 qui peut décrocher pour faire une ligne de 3 pour permettre justement à nos latéraux d'aller un peu plus haut et de garder justement ce 10-là bien dans l'axe. Et justement, je donne comme consigne à mes 2 attaquants d'essayer d'être le plus longtemps possible, dans la mesure du possible, être en point de fixation à l'intérieur pour éviter de faire sortir sur de la couverture mutuelle les 2 centraux qui peuvent venir couvrir ou annihiler justement nos décalages. Voilà, ça c'est ce qui a été mis en place depuis maintenant 2 ans et qui fonctionne plutôt bien. Et le dernier système qu'on est en train de travailler avec le groupe qui va rester et qu'on va mettre en place, c'est le 3, ce qu'on vous appelez majoritairement le 3-5-2. Donc là, c'est d'avoir une ligne de 3 avec 3 centraux. Donc, on s'achemine vers un groupe qui sera amené à pouvoir jouer comme ça. On a des jeunes garçons derrière qui peuvent jouer dans ce système-là. Les 4 milieux, donc avec les 2-6, ce qui est différent à peu près de jouer avec une sentinelle devant la défense. Là, on va jouer plutôt avec 2-6, un 10 et 2 attaquants. Donc, je peux dire que sur les systèmes, les 3 systèmes, il y a des similitudes dans les déplacements des joueurs. Donc, on peut retrouver, par exemple, sur le losange, on peut se retrouver vite en 4-4-2 à plat, à partir du moment où on peut pousser les relayeurs à les défendre sur les côtés et notre 10 qui descend à la hauteur du 6. Donc, voilà, c'est très modulable. Il y a une similitude entre les deux. Voilà, ça, c'est pour le projet de jeu. Donc,
moi, je dis souvent que le projet de jeu met du temps. On met énormément de temps à le mettre en place. Il faut une certaine stabilité. Bon, malheureusement, c'est ce qu'on n'a pas connu la saison dernière. Les systèmes dépendent des profils des joueurs que vous avez, mais nous, on a la chance au niveau N2, c'est de pouvoir choisir nos joueurs. Il faut une capacité d'adaptation pour continuer de faire évoluer les joueurs. Et les différents procédés nous permettent aussi de pouvoir travailler tous nos systèmes et toutes nos animations avec le plus de précision possible, avec la vidéo, on va le voir tout à l'heure, aussi pour créer justement notre style de jeu et surtout d'avoir entre guillemets une marque déposée par rapport à ce qu'on met en place. Ce qui est important, c'est que ça, c'est une demande aussi du président, c'est que quand on met un projet de jeu en place, l'idée, c'est surtout de faire venir des gens au stade. Parce qu'on voit qu'on a cette problématique de gens qui vont devoir de moins en moins de matchs. C'est d'avoir au moins une équipe qui ressemble à son département, mais qui ressemble aussi à son club, à ce qui est mis en place. Donc, t'en parler d'humilité, de rigueur, de dépassement de soi et du travail au quotidien. Mais moi, j'insisterai beaucoup sur l'humilité parce que pour moi, c'est quelque chose d'important. Donc, l'importance des séances, c'est important aussi parce que j'estime que les joueurs, et chez nous encore plus qu'ailleurs, on a très peu de contrats fédéraux. Donc, du coup, les joueurs ne vivent pas du foot. Ils viennent tous s'entraîner le soir à 20h. Donc, il était important que quand ils viennent à l'entraînement, il faut qu'il y ait du contenu, mais au-delà du contenu, qui ait ce plaisir aussi de pouvoir continuer à pratiquer, même à ce niveau-là, d'avoir des séances qui soient pensées, qui soient bien travaillées et que qu'il y ait une fluidité dans la séance pour pas qu'on perde de temps. Voilà sur l'aspect du projet de jeu. Voilà, les séances. Donc, ça, c'est juste un exemple de séances qui sont mises en place sur le logiciel Coach Adjoint. Donc, moi, je travaille souvent en quatre parties. Donc, j'ai la partie échauffement, la partie jeu, la partie situation. Selon le thème, il y a une partie exercice. Mais là, bon, comme on le voit, j'ai pris un peu au hasard, mais c'est une animation offensive en 3-5-2. Voilà, si on prend un exercice, par exemple, sur un thème comme ça, on va le travailler plutôt à vide sur les déplacements ou de façon analytique sur l'aspect offensif pour finir devant le but. Et la partie jeu qui est en fin. Donc, voilà comment j'organise un peu mes séances. Les séances, elles sont classées dans mon bureau, c'est-à-dire que j'arrive toujours avec ce que vous voyez sur l'écran. Et mes adjoints, ils ont une copie. Alors, mes adjoints, ils ont une copie. On arrive généralement 2 heures avant la séance. Et j'explique la séance à mes adjoints, même si j'échange H24 avec eux. Mais voilà, dans le détail, on revient avant que les joueurs arrivent. C'est-à-dire que quand les joueurs arrivent, la séance est déjà mise en place. Donc, on démarre très vite. Voilà. Donc, on connaît les objectifs. Les adjoints connaissent les objectifs. Donc, voilà comment on matérialise les séances. Sur la partie vidéo, alors, la partie vidéo, elle se décompose en deux étapes. Il y a la partie vidéo de début de semaine qui est beaucoup plus centrée sur nous, c'est-à-dire sur l'individu ou sur le collectif, ou des fois par secteur de jeu. Donc ça, souvent, je reviens le lundi avec soit un joueur, soit un groupe de joueurs, soit tout le collectif par rapport à ce qu'on a vu, le samedi. Donc ça, c'est pour moi quelque chose d'important. Avec le logiciel Coach Adjoint, je fais mes découpages tout seul par rapport à mes besoins, par rapport à ce que j'ai vu, par rapport à mon groupe. Là, c'est 2 images d'adversaires. Ça, c'est pour montrer aussi en fin de semaine. La fin de semaine, elle est orientée que sur l'adversaire. C'est-à-dire que je ne veux pas abrutir les joueurs non plus avec de la vidéo en faisant trop longtemps, mais un créneau de 15-20 minutes maximum où on revient sur des choses très précises pour justement donner un maximum d'informations
aux joueurs, sachant que, comme je te l'ai dit, Charles, tout à l'heure, les matchs sont filmés en N2. Donc, du coup, on a le maximum d'informations, même si je rassure tout le monde. Ce n'est pas pour rassurer, mais les joueurs regardent de moins en moins contre qui ils jouent. Donc c'est une étape hyper importante, même à ce niveau-là, de passer du temps sur la vidéo. Voilà. Donc, on passe 20 minutes. Donc, en début de semaine, il y a 15-20 minutes et en fin de semaine, il y a 40 minutes dans la semaine. Voilà. Sur l'aspect vidéo, comme Thomas vous l'a certainement montré, nous, au club, on a fait installer Bipro, qui est en plus pour moi du logiciel Coach Adjoint. Coach Adjoint, je l'utilise depuis maintenant, ça va faire ma 6e année. Mais par contre, Bipro, c'est ma 2e année. Voilà. Donc, c'est un logiciel qui est très complet, où vous avez toutes les stats, vous avez tous les déplacements de vos joueurs, vous avez toutes les caractéristiques et toutes les données sur les joueurs. Et ça, c'est quelque chose d'hyper important pour moi, parce que, pour donner juste une petite anecdote, l'année dernière, contre Mulhouse à domicile, on joue Mulhouse, qui joue bloc bas, mais très, très bas. Et j'avais mon 6 qui était sur ce match-là, qui était très latéral. Donc, j'ai décidé de l'enlever à la mi-temps, de le changer, pour changer justement d'animation et d'essayer de perforer un peu plus à l'intérieur avec des joueurs un peu plus percutants et moins dans un profil défensif. Et du coup, il ne comprenait pas pourquoi il était sorti, parce qu'il trouvait qu'il avait fait un bon match, et ce qui est pas faux, parce qu'il n'avait pas perdu beaucoup de ballons, mais c'était sur les 24 ballons joués, il en a joué 23 latérales. Donc, pour moi, le lundi, je vous assure que le samedi, quand je le sors, je suis convaincu de ce que j'ai vu, mais je peux me tromper. Et c'est pour ça que ça m'aide justement à voir si moi, je me suis trompé avant de faire le retour avec le joueur. Par contre, quand je vois qu'il y a 23 passes latérales sur 24, je suis rassuré, et j'ai des éléments à lui donner. Parce qu'il faut savoir qu'en N2, les joueurs sont friands déjà des stats, mais ils vous parlent souvent. Voilà, ils cherchent beaucoup à savoir qu'est-ce qui n'a pas été et qu'est-ce qu'ils doivent améliorer. Ça, c'est quelque chose d'hyper important. Donc, c'est sur les stats, c'est quelque chose, voilà, qui est intégré déjà dans les 20 minutes que j'ai montré avant avec le logiciel Bipro. Donc voilà, on leur montre un peu tout. Bon, là, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais par exemple, sur le dernier match contre Belfort à domicile, on est, voilà, on parlait un peu du projet de jeu, on est à 64% de possession à domicile. Et quand ça vous donne ça, ça vous donne aussi à quel endroit vous l'avez la possession. Parce que vous pouvez avoir le ballon, mais si vous l'avez, vous échangez que dans votre camp, il n'y a pas grand intérêt. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir toutes les stats pour pouvoir justement continuer à développer notre projet de jeu. Sur les séances, on s'entraîne 4 fois par semaine. Donc, j'ai découpé un peu, je vous l'ai expliqué un peu tout à l'heure, on a des garçons qui travaillent. C'est important de maintenir les séances le plus tard possible. Bon, c'est des seniors, donc ça ne pose pas de problème. On s'entraîne 4 fois par semaine. Il faut savoir que quand j'arrive à Bobigny, il y avait un problème de créneau. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'on est maintenant un club à 1346 adhérents, et on n'a que 2 terrains. Donc, c'est très compliqué. Donc, avant que j'arrive, il y avait une problématique, c'est-à-dire que la N2 s'entraînait à 18h45, voire 19h, alors qu'il y avait les garçons, il y avait les jeunes catégories qui étaient juste avant. Donc, vous avez les U12 et les U13 qui étaient avant. Donc, les U12 et les U13 s'entraînaient que 45 minutes. Donc, c'est parce que le staff voulait absolument commencer à 18h45. À mon arrivée, j'ai décalé les séances à 20h pour permettre aux U13 et U12 de s'entraîner 1h et demie, d'être large et ne pas brusquer les éducateurs pour qu'ils puissent faire la meilleure séance possible, et puis d'avoir du temps pour travailler. Donc, c'est ce qu'on a mis en place avec le club. Et du coup, la séance commence décompose. Alors, le lundi, on est sur du travail essentiellement technique. Le mardi, c'est Julien qui prend, Julien, moi et Adelaine, sur la partie athlétique. Donc, c'est la compétence de Julien, mais on est en support avec lui à 3, où il y a de l'assaut et du dissocié.
c'est-à-dire que c'est lui qui programme. Moi, je lui donne à peu près mon projet de jeu qui est axé sur beaucoup de mobilité, beaucoup de courses. Et lui, derrière, il fait sa programmation. Le jeudi, c'est spécifique chaque semaine, chaque jeudi. Il y a le spécifique attaquant, mais il y a aussi le spécifique défenseur. On travaille aussi des fois avec les milieux de terrain pour les ressorties de balles, avoir la connexion entre justement les trois compartiments. Donc voilà, donc avec l'aide aussi de la vidéo. Donc par rapport à ce qu'on veut. Et le vendredi, c'est de la mise en place. C'est une séance qui dure pas longtemps, qui dure 1h15 grand maximum. Ça dépend des vendredis parce qu'il y a certains vendredis où on ne s'entraîne pas parce qu'on part la veille. Voilà, quand on part la veille, on est amputé d'une séance. Donc, ça veut dire la séance du vendredi, on ne la fait pas. Par expérience, on faisait avant des réveils musculaires le samedi matin parce qu'on joue le samedi à 18h. Et on s'est rendu compte avec le staff que le réveil musculaire engendrait certaines blessures, et d'ailleurs assez importantes. Donc, du coup, parce que vous savez très bien, les joueurs, quand ils sont à l'hôtel, si vous allez vous coucher à 22h, eux, ils ne vont pas se coucher à 22h. Et en senior, vous n'allez pas leur retirer leur téléphone. Vous avez des pères de famille, donc c'est un peu compliqué. Donc, du coup, on s'est orienté vers quelque chose. C'était une pensée personnelle et je suis resté dessus, peut-être à tort, mais elle nous a donné raison au niveau des résultats. C'est que les joueurs, moi, je les laisse dormir le matin. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'obligation de se lever le matin. Par contre, on se retrouve tous à 11h30 pour le déjeuner. Ça, c'est obligatoire. Par contre, le matin, ils dorment. Et je ne sais pas si c'est du hasard, mais après la grosse blessure que Bilal Al-Hadjam a eue, on n'a plus eu de blessure. Et on avait des cannes. Donc, est-ce que c'est du hasard? Je ne sais pas. Je ne peux pas y répondre. Mais en tous les cas, on est resté dessus tant qu'on n'avait plus de blessures et on était performant. À l'extérieur, on est resté sur les 11 matchs qu'on a disputés l'année dernière. On était sur 9 victoires, 2 nuls. Donc, à voir si c'est du hasard. Sur le match, on a une collation qui est prévue quand on joue à domicile, soit 3 heures avant le match. Si on joue à l'extérieur, on mange au club. Donc, le club s'est doté d'un personnel. On a mis en place un personnel qui nous permet de manger avant de partir. Donc, un service de restauration qui appartient au club, qui gère aussi les petits. Les petits, le samedi, mangent au club aussi, les petites catégories. Donc, voilà. Donc, nous, quand on joue à domicile, on a une collation assez simple qui est conçue par Julie, qui est nutritionniste aussi dans le staff. C'est Julie qui s'en occupe. Et quand on est à l'extérieur, on mange à domicile avant de partir en déplacement, avec aussi des collations individualisées qui sont mises à disposition des joueurs. Quand on s'arrête sur la route, ils ont leur collation. On a les joueurs, quand ils arrivent, généralement 3 heures avant, c'est aussi pour voir les kinés. Donc, les jours de match, ils sont 4 pour s'occuper des joueurs. Donc, on commence par des consignes aussi individuelles, par des discussions avec certains joueurs, des informations stratégiques sur l'adversaire généralement, de répéter certaines choses. Une causerie sur PowerPoint généralement qui se fait dans le vestiaire. On a un vestiaire qui est exclusivement réservé à la N2 avec des casiers individuels, c'est-à-dire les joueurs, ils l'ont toute l'année. Donc, les garçons, ils ont 15 minutes de causerie, un échauffement où ils sortent pour faire 45 minutes avec Julien et Cyril. Et puis, à la fin, sur le retour, on est là sur du détail. Une fois qu'on a vu un peu la tablette et qu'on a vu les numéros des joueurs, on commence à donner des attributions, des numéros sur les coups de pied arrêtés, joueur par joueur sur les coups de pied arrêtés, qui ont déjà été vus au tableau. Mais cette fois, on donne le détail par rapport à chaque joueur. Voilà. Donc, sur les rencontres, comme vous pouvez le voir, on arrive, nous, 3 heures avant. On est là, on est large pour anticiper tout problème. Et sur les séances, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est là 2 heures avant. Alors, le pôle médical,
c'est un pôle médical et de performance. Donc, c'est Benjamin Magnien qui est responsable. Donc, il y a Mickaël, qui est kiné. C'est des professionnels de métier, hein, ce n'est pas des stagiaires, c'est des garçons qui ont leur propre cabinet. Julie, qui est kiné et nutritionniste. Et Thomas, qui s'occupe de la réathlétisation. Julien Lugier, qui est référent athlétique, donc sur la prépa. Et Cyril Caramel, qui est sur les entraîneurs des gardiens. Enfin, qui accompagne les entraîneurs des gardiens au club et qui est, lui, entraîneur des gardiens de la N2. Voilà, c'est une équipe professionnelle. L'avantage, c'est d'avoir une prise en charge très rapide parce qu'ils sont en lien avec les partenaires. Ils connaissent pas mal de spécialistes. Donc, très vite, moi, je l'ai vu, je l'ai mis en place à Drancy parce qu'on m'en avait donné les moyens et j'ai vu que mon taux de blessure était très minime. Et même les joueurs qui se blessaient, grâce au pôle médical, c'est des garçons qui revenaient très vite. Voilà, donc sont à l'écoute, conseils, de très bons conseils, et puis ils sont disponibles pour tout le club, ce qui n'existe pas partout. Il faut savoir que le pôle médical est disponible pour tout le club jusqu'à l'école de foot. Donc en fait, on a fait un planning, et ce planning-là, il est à respecter, et il est respecté aussi. Mais tous les joueurs du club, que ce soit à la formation ou à la préfo, tout le monde a le droit de voir le pôle médical. Donc voilà, la seule chose, moi, dans ma demande, c'est que la partie N2, elle soit gérée différemment, c'est-à-dire qu'une heure et demie avant, il faut que le pôle médical ait vu pratiquement tous les rendez-vous et que les 1 heure et demie avant notre séance soient dédiées qu'aux joueurs de la N2. Parce que comme ils travaillent, donc voilà, donc il y a la place pour recevoir les plus jeunes avant et puis se consacrer à la N2. Comme vous pouvez le voir sur la photo, ben, c'est l'espace médical avec du matériel. Donc il y a des vélos pour les joueurs. Il y a des tables de massage, il y a du matériel pour la musculation, il y a des cordes, il y a de tout, il y a des bosus, il y a un peu de tout. Voilà. On a la chance d'avoir un président qui a acheté du matériel, qui a investi dans du matériel, et c'est du matériel qui nous sert. Donc voilà, sur le pôle de performance. Sur la partie athlétique, bah, il y a des tests qui sont réguliers. Nous, par exemple, j'en parlais avec Christian tout à l'heure, mais par exemple, sur la reprise, on ne fait pas une reprise tout le monde en même temps. C'est-à-dire que les groupes sont séparés en deux. Il y a un groupe qui vient, là, on va commencer le 1er juillet. Donc, il y a un groupe qui vient le 1er juillet, un groupe qui vient le 2. Essentiellement pour des tests. D'accord ? Les tests, ils se font sur 2 jours. Et puis, à partir du lundi suivant, on redémarre tous collectivement. Voilà. Donc, il y a aussi des réunions d'information sur le plan athlétique qui sont menées par Julien à l'ensemble du club, de l'école de foot jusqu'à la formation, pour éviter de faire n'importe quoi aussi avec les jeunes joueurs. D'accord ? Ça, c'est important. Donc, il y a du travail spécifique au poste qui se déroule avec Julien et moi. Il y a un diagnostic et une évaluation par le staff médical. Et il y a une disponibilité club aussi pour Julien, qui est là pour conseiller tous les éducateurs du club. Voilà, ça, la conclusion, bon, ce n'est pas très important, mais voilà, là, je t'ai fait un peu le tour, si tu veux, du projet que j'ai mis en place en arrivant au club. Je l'ai développé grâce au peu de moyens qu'on a, mais surtout à l'investissement et l'amitié qui lie le staff, parce qu'il faut savoir que 90% du staff qui est avec moi était avec moi à Drancy. Voilà, sauf Cyril et Julien qui étaient, eux, sur l'équipe nationale 1 en senior. Donc, à mon départ pour Bobigny, je les ai fait venir avec moi. Voilà. Merci, c'était très clair, il me semble, pour tout le monde. J'espère. C'est très, très clair. C'est très intéressant, puisqu'on voit que le projet que tu mènes avec ton groupe et tout le staff, il est impactant aussi pour l'ensemble du club. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça apporte aussi beaucoup de bénéfices aux autres catégories.
finalement, vous trouvez un équilibre dans l'organisation pour tout le monde. Donc, voilà, c'est d'une grande richesse. Voilà, pour ma part, j'ai découvert plein de choses et j'ai vraiment eu le sentiment d'être avec toi dans le club là. Donc, Tu peux venir. Hein. Avec plaisir, avec plaisir. Et donc, il y avait Roshan qui a recensé les questions. Alors, je vais juste, Roshan, te donner la parole. Les quelques questions qui concernent. Tac. Ok. Du coup, Imed, on avait une question de Jérôme Dron. Oui. Alors, comment se passe la gestion de jeunes joueurs en équipe senior et ton avis sur l'arbitrage et tes relations avec les arbitres en général? J'en étais sûr qu'il allait poser une question sur l'arbitrage parce que je l'ai eu comme arbitre. Alors, écoute, la gestion des jeunes joueurs. Juste, Imed, ce que je te proposerais éventuellement, c'est stopper le PowerPoint. Alors, ok. Et le partage. Comme ça, ça permet de se voir sur ce temps-là. Voilà. C'est bon là? Okay. Merci beaucoup. C'est bon. Okay. Donc, alors, si tu veux, la gestion des jeunes joueurs. Alors, juste pour informer Jérôme, et peut-être que je ne l'ai pas dit et c'est un tort, on fait tous nos matchs amicaux avec des arbitres officiels. D'accord? Et en fait, on fait venir avant chaque début de saison un arbitre qui vient nous expliquer un peu les évolutions, les différentes évolutions, les règles, parce que les joueurs, des fois, ne les connaissent pas. Et pourtant, ils sont dans le foot depuis des années et ils ne s'intéressent pas à certaines choses. Donc, c'est toujours important qu'on fasse venir des arbitres, justement. Et puis, on fait intervenir aussi des arbitres sur nos matchs amicaux, justement, pour donner tout de suite la tendance aux joueurs, ce qui les attend sur le championnat national. Ça, c'est important. Après, la gestion des jeunes joueurs, pour être direct, alors si c'est la question par rapport au lien, par rapport à l'arbitrage, non, c'est pas ça. Non, parce que j'ai un jeune fils. En fait, là, c'est pas ma casquette d'arbitre, c'est ma casquette de parent. J'ai un jeune fils qui joue au Red Star et qui est U18, qui va passer en U20 justement. Et je vois aussi certains jeunes joueurs en senior et qui ont des qualités, certes, mais qui ont du mal à, pour ma part, je vois ce que tu veux dire. Qui ont du mal à accrocher le wagon parce que c'est vrai qu'on les prend très jeunes et physiquement et au niveau vitesse, ils sont un peu dépassés. Alors que techniquement, ils sont au niveau. Hein. Oui. Alors la problématique des jeunes qui arrivent, c'est ce que je disais tout à l'heure, qui arrivent comme ça en senior, il faut prendre le temps. Et c'est pour ça que quand on parlait de construction du projet de jeu, le projet de jeu met autant de temps aussi. Voilà. Et le joueur, pour l'accompagner, c'est la même chose. On va avoir un temps où on doit le laisser assimiler. Enfin, pour te donner un exemple, l'année dernière, j'avais un 2002 qui était dans mon groupe. Donc, il était U18. D'accord? Quand il arrive, il est en difficulté. Mais ça ne me dérange pas qu'il soit en difficulté parce que c'est fait exprès qu'il soit en difficulté. Sauf que je peux t'assurer que sur les 6 derniers mois, entre le moment où on le prend et le moment où le championnat il arrête, sur les 6 mois, on fait le bilan avec son coach en U18. Le garçon était métamorphosé. C'est-à-dire que quand il est redescendu dans sa catégorie U18, il était au-dessus des autres. En fait, le rythme de la séance en senior, l'impact qu'il y a, la vitesse dans le jeu, parce que là, tu as des joueurs de qualité, des joueurs qui sont passés par des centres de formation, des joueurs qui ont un cursus. Il voit qu'il n'a pas le temps, si tu veux, de trop gamberger. Donc, ça veut dire qu'il est tout de suite dans le truc. Mais à nous aussi, en tant que staff, quand on l'accueille, de ne rien attendre du joueur tout de suite. On sait qu'il n'est pas prêt. On sait qu'il n'est pas prêt. À 18 ans, s'il était prêt et s'il était au-dessus de la N2, il ne serait pas chez moi. D'accord? À partir du moment où ça, nous, on l'intègre, ce n'est pas problématique, si tu veux, que le garçon soit en difficulté. Par contre, cette année, où on va dire là, sur les 8 matchs qu'on a disputés, c'est un garçon qui était au niveau de la N2 parce qu'il a déjà absorbé toute la charge de travail de l'année dernière et les spécificités de ce niveau-là. Donc là, au jour d'aujourd'hui, je vous rassure, il est toujours 2002. Il a juste 1 an de plus. Il a 19 ans. Et il fait partie du groupe à part entière. Donc, l'accompagnement, si tu veux,
c'est selon ce que toi, tu as vécu aussi avant. Si tu as une sensibilité, moi j'ai connu des entraîneurs en senior avec qui j'ai travaillé, qui me disaient clairement, moi les jeunes, ça ne me parle pas. Voilà. Donc c'était des coachs qui, chaque année, recrutaient 16, 17 joueurs. Donc ça, moi, je ne peux pas le faire parce que je suis passé par en bas. Donc, et aussi pour justement alimenter les seniors, on demande souvent des jeunes, mais si c'est pour juste qu'ils fassent le nombre à l'entraînement, je ne vois pas l'intérêt. D'accord? Un jeune, quand il vient dans notre vestiaire, c'est aussi pour s'imposer. Et s'il doit jouer, il jouera. Donc l'année dernière, ce 2002, là, par exemple, je l'ai lancé dans un match fait aussi exprès, pas pour le brûler, mais dans un derby contre Drancy. On est à 800 mètres les uns des autres. Mais c'est aussi pour que, voilà, il y a la pression des tribunes, il y a du monde, comment il va appréhender le truc. Et il est rentré et ça lui a fait beaucoup de bien. Parce que c'est de l'expérience. Moi, mon objectif, c'est qu'il soit prêt dans 2 ans. Voilà. Si je suis encore là, parce qu'on sait très bien qu'en senior, on est tributaire aussi des résultats. Mais si je dois m'en aller, au moins, je laisserai au club des joueurs qui soient prêts pour jouer à ce niveau-là, sans aller chercher des joueurs et surpayer des joueurs ailleurs. Ok, donc je vais solliciter Roshan pour une autre question. Après, on en reçoit beaucoup. Toute transparence avec toi. Donc, du coup, il y a celle de Maë qui demande… Juste t'en laisse une, Roshan, et puis ensuite, on passera à la suite et on reviendra sur les questions après. D'accord? Ok, du coup, je vais basculer. Je vais faire la question de Maë qui pose la question de combien de joueurs composent ton groupe A? Alors, bonne question. Alors, je vais essayer d'être le plus clair possible. Normalement, c'est 24 joueurs de champ et 3 gardiens. D'accord? Sauf que dans les 24 joueurs, vous avez, dans les 24, vous avez 4 joueurs du club, enfin 4 jeunes de la formation. D'accord? Et 4-5 joueurs qui étaient sortis de centres de formation qui, eux, sont entre 1999 et 2002. Donc, des joueurs cadres dans mon groupe, il n'y en a que 5 ou 6, pas plus. Au jour d'aujourd'hui, pour vous donner des stats, j'ai que 4 joueurs qui sont entre 28 et 32 ans. Et tout le reste, c'est le plus âgé, c'est 26 ans. Et après, ça descend. Donc, en fait, le groupe, il se compose de 24. Et pour donner un détail à Maë, l'année dernière, en championnat N2, j'ai utilisé 32 joueurs. Voilà. Donc, je suis un groupe de 24, j'ai 3 gardiens. Donc, j'ai déjà utilisé les 27, tous les 27, mais j'ai utilisé aussi des U18. Voilà. J'ai utilisé des U18 et par moment, j'ai aussi ouvert la fenêtre à l'équipe réserve et il y a eu des joueurs qui sont montés de l'équipe réserve et qui se sont imposés en équipe première. Donc, du coup, la porte, elle est constamment ouverte et il y a du flux. Voilà. Alors, merci pour ces 2 réponses. Voilà, il y en aura 3, voire peut-être 4 autres tout à l'heure. On va se les garder de côté. Trop sur la nutrition, sur le jeu. Je vais faire une petite parenthèse. Je vais remercier… Alors, Jérôme, il dit qu'il manque une question à sa réponse. Ouais, je vais juste revenir dessus après, Jérôme. On reviendra tout à l'heure. Je reviendrai dessus, Jérôme, sans souci. Et donc, je vais donner la parole à François Charras, qu'on remercie de la part de l'AEF d'être présent avec nous pour cette vidéoconférence. Bonsoir. Alors, désolé d'être arrivé un peu en retard, mais bon, voilà, le trajet entre le travail et le domicile, voilà, n'est pas toujours hyper fluide. Merci à l'AEF de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir d'être là. C'est toujours passionnant. Moi, j'ai été éducateur dans mon club à un moment donné et tout à l'heure, je ne sais plus qui disait qu'on avait l'impression d'être dans le club. Je crois que c'est toi, Charles, qui disais ça. Et alors, effectivement, passionnant, monsieur Hamar. Hein, vraiment, voilà, on est dedans, on sent que vous le vivez et nous, du coup, on vit. Ça me donnerait presque envie de retourner entraîner. Mais bon, voilà. À un moment donné, voilà, venir, président, on va vous laisser une séance. Hein. Bon, pas sûr. Pas sûr.
En tout cas, je voulais aussi vous remercier d'intervenir en ayant été sollicité par l'AEF. C'est toujours un plaisir, parce que vous avez fait partie de la maison aussi. Donc voilà, c'est encore plus un plaisir. Je ne vais pas monopoliser la parole très longtemps parce que ce n'est pas forcément très intéressant. Vraiment, merci beaucoup. Chaque fois que l'AEF m'invite, j'essaye d'être là. C'est plus facile en visio qu'en présentiel. En tout cas, c'est l'activité de l'AEF qui est un partenaire, puisque nous conventionnons avec l'AEF avec le district. Moi, c'est la deuxième fois que j'assiste à une conférence d'éducateurs et je le redis, c'est passionnant et à chaque fois que je pourrai, je serai là. Et bravo là, pour votre dynamisme, pour les cadres qui sont membres du bureau directeur ou du comité directeur de l'AEF. Et puis, vraiment, vraiment merci. C'est passionnant. Et je vais rester jusqu'au bout. Je ne vais pas m'enfuir juste après être intervenu. Je vous souhaite une bonne fin de conférence. Merci beaucoup, François, et à toi, Charles. Et je vais passer la parole à Ali, qui est avec nous également, DTR. Oui, bonsoir à tous. Écoutez, moi, ça me fait plaisir de revoir Imed. C'est vrai qu'on ne s'est pas beaucoup vu. Imed, c'est un vrai passionné comme beaucoup d'entraîneurs en Île-de-France. Et c'est vrai que je l'ai vu démarrer, je l'ai connu comme joueur, déjà très bon joueur. Un milieu de terrain offensif, très offensif, efficace. Comme on aime. On a mis sur pied une sélection sur départemental senior et c'est vrai que j'ai souvenir que sur sa fin de carrière, il était venu nous filer un coup de main. Et puis ensuite, sa carrière d'entraîneur, le passage de ses formations, bien entendu, mais on sent l'éducateur toujours présent, malgré que quand on est en charge d'une équipe de National 2, le résultat, il est largement prioritaire. Mais malgré ça, il arrive toujours à garder cette âme d'éducateur, le discours posé, et puis ce qui est pas simple. Ce qui est pas simple parce que c'est vrai qu'aujourd'hui la compétition, elle est extrêmement acharnée le premier fusible, même au niveau amateur, même si le N2 il se situe entre deux eaux, ce sera tout de suite l'entraîneur. On le sait, et d'ailleurs il l'a dit, c'est bien qu'il en soit conscient. Je pense que ça lui permet aussi de prendre de la distance par rapport à ça, mais on se rend compte qu'on peut très bien associer ces deux approches et être efficace. Voilà, donc en tout cas, Imed, on est ravis du travail que tu fais. Alors, je sais que tu avais pris derrière Stéphane Boulila qui avait enclenché quelque chose, et c'est jamais simple de passer après quelqu'un qui avait aussi pas trop mal réussi. Après, je dirais que nous, notre questionnement toujours au niveau de la Ligue, c'est un moment de mutualiser un peu au niveau des clubs pour aller vers le haut niveau. C'est ce que fait aujourd'hui Bobigny. C'est vrai que je vois sur d'autres départements, en particulier l'Essonne, où on a 2-3 clubs à 500 mètres l'un de l'autre qui évoluent à ce niveau-là. Et plus on ira dans le temps et moins il y aura de place pour jouer à ce niveau. Et donc, il faut qu'on réussisse à mutualiser. Et puis après, le dernier point avant de rendre la parole, c'est aussi permettre à nos meilleurs jeunes. Alors, tu parlais, Imed, de l'intégration des jeunes dans les effectifs. C'est vrai qu'en Ile-de-France, c'est le territoire. Il n'y a pas un territoire sur la planète qui a autant de jeunes joueurs de grande qualité. Hein. On nous compare beaucoup avec Sao Paulo, mais il n'y a pas de comparaison possible, je vous le dis. Sao Paulo, c'est plus de 40 millions d'habitants. Nous, on est à 12 millions déjà. Et puis, quand on regarde la présence des Franciliens dans les 5 grands championnats, on est largement devant Sao Paulo, largement. La moitié des joueurs qui jouent en Angleterre, Allemagne, Italie, Espagne,
la moitié des joueurs français qui jouent là-bas sont des Parisiens, sont des Franciliens. Donc c'est aussi, je pense, quelque chose que IMED, sur lequel des clubs de ton niveau doivent être attentifs, parce que il y a un vrai potentiel dans l'Île-de-France. Et puis je vois encore, enfin je vois, et puis c'est normal parce qu'on a aussi besoin d'avoir des joueurs compétitifs tout de suite. L'arrivée aussi de joueurs de province dans nos championnats de N2, de N1. Bon, je me dis, bon, peut-être qu'on rate un peu des choses quand on sait qu'on a énormément de joueurs qui à 18 ans, sont encore en Île-de-France et sont devenus professionnels, internationaux. Bon, on peut parler de Riyad Mahrez, hein, qui, sur son dernier match de Ligue des Champions, a été efficace. À 18 ans, il était encore à Sarcelles. On peut parler de Paul-Georges Entep, qui est international aussi, qui était à Bretigny. N'Golo Kanté. Bien sûr, Wissam Ben Yedder, qui était à Garges et puis à l'UJA. Donc voilà, on a envie aussi, Ferland Mendy, qui était au Mantois. On a une liste longue comme le bras de jeunes joueurs qui étaient encore chez nous à 18 ans. Donc j'espère que à Bobigny, on aura l'occasion de voir passer aussi des joueurs qui demain seront internationaux. Voilà, en tout cas, merci Imed. Bon, en off, Imed, je pousse derrière pour que tu puisses enchaîner et ta formation aller vers aussi peut-être encore au-dessus, hein, parce que voilà, je suis sûr que tu as tout le potentiel pour aller peut-être bien plus haut que ça. Merci Ali. Merci. Il m'entend Oui. Il m'entend Ali? Oui, Ali t'entend, il n'y a pas de souci. Je donne une précision à Ali. 100% de l'effectif que j'ai à Bobigny, c'est que des Parisiens. Et je donnerai même une précision, c'est que 90% d'entre eux, c'est des garçons du 93. Donc, moi, je suis en phase avec toi et totalement d'accord avec toi sur ça. Alors, non pas qu'on refuse des joueurs de province, hein, ce n'est pas l'idée, mais je pense qu'on a tellement de bons joueurs sur la région parisienne, des garçons qui sont formés, parce qu'on parle souvent des gros clubs formateurs, mais on a aussi beaucoup de clubs qui forment bien, qui travaillent bien dans les écoles de foot. Et pour moi, c'est très important de suivre ce qui se fait à l'école de foot. C'est pour ça que je me rends souvent le samedi pour regarder aussi nos U13, nos U12, nos U10. Pour moi, c'est important et c'est aussi pour accompagner et pour que les éducateurs aussi me voient aussi, que je sois là et que je sois un véritable soutien au travail qu'ils font. Parce que c'est ce que tu as dit et c'est exactement vrai. La majorité de nos internationaux sont parisiens et ça veut dire qu'il y a un potentiel énorme sur la région parisienne chez les éducateurs et chez les joueurs aussi. Donc, je te rejoins totalement sur ce que tu as dit. Et je te remercie beaucoup, Ali, parce que grâce à toi, j'ai évolué, j'ai beaucoup évolué. Je te le dis, je n'ai pas eu l'occasion de te le dire, mais c'est toujours bien de le dire. Des gars comme toi ou comme Boubou qui m'a vu démarrer aussi, et, je serai toujours reconnaissant, et particulièrement toi, parce que tu m'as accompagné et tu m'as fait grandir aussi humainement, je dirais. Voilà. Merci, Man. Eh bien, merci Ali pour cette intervention et la transition est toute trouvée, je pense, sur justement l'accompagnement du joueur et l'utilisation de coach adjoint et du projet que tu as de développement du joueur sur des U18 aux seniors. Ok, on y va. Alors, le logiciel, il faut savoir que je vais donner des détails. Hein. Je suis, on va dire, un des ambassadeurs du logiciel, parce que on a démarré avec Philippe Ollier ensemble sur ce logiciel. C'est lui qui l'a conçu, c'est lui qui l'a créé. Moi, j'étais surtout là pour le côté exercice. Il faut savoir que c'est un logiciel qui est totalement gratuit sur la partie coach adjoint. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de rentrer tous les détails match et séances. Donc, moi, j'ai toutes mes années qui sont sur ce logiciel-là. C'est-à-dire chaque année, on va le détailler.
Depuis maintenant 1 an, il y a l'apparition d'exercices de foot qui est dans Coach Adjoint, qui a un abonnement de même pas 10 € pour concevoir ces exercices, ce qu'on a montré tout à l'heure. Donc là, en fait, l'inscription, elle est très simple. Vous vous inscrivez sur Coach Adjoint directement sur Google. Et puis avec votre boîte mail, on vous envoie vos identifiants et vous pouvez vous inscrire. Donc voilà, là, je vais aller un peu plus, parce que comme on a fait une saison un peu plus complète l'année dernière, je vais aller directement dessus. Alors, je vais être là, prendre au hasard. Voilà comment se compose un peu, comment je coche un petit peu mes séances, c'est-à-dire sur les présences. Et après, voilà, comme vous pouvez le voir, chaque soir, j'accorde un peu de mon temps pour justement rentrer toutes les données. Donc là, vous avez l'inscription des joueurs. Donc, vous inscrivez vos joueurs assez normalement. Vous avez sur créer un joueur. Donc là, ça passe directement. Vous rentrez tout. C'est ce que je fais. Donc, vous avez une fiche assez complète. Une fois que vous avez ça, donc vous rentrez vos joueurs les uns après les autres. Pour les championnats, pour les matchs, par exemple, je vais venir là, sur un championnat N2, ça se fait automatiquement. C'est-à-dire que comme ça sort sur le groupe FFF, donc le concepteur a mis directement une automatisation du championnat qui vient directement s'ajouter au logiciel. Par contre, moi, je l'ai eu sur les championnats de ligue. Donc, je rentrais mes journées, mais c'est assez facile. Tout est expliqué dans le logiciel, c'est assez facile. Donc là, c'est sur le championnat. Donc le planning, on l'a vu juste avant. Là, on va arriver sur le suivi du joueur. Et ça, c'est ce qui est le plus important, ce que Charles, tu voulais voir. Bon, il n'y a pas, comme disait Christian hier, il y a pas les numéros, ils sont là, mais il n'y aura pas de problème. Hein. C'est des jeunes joueurs. Donc, je prends l'exemple de Thomas Baïch. Si je prends, par exemple, sa fiche, bon, allez, je vais prendre un autre. Non, ça sera meilleur, on aura la photo en plus. Vous avez la possibilité de rentrer les photos des joueurs. Donc, moi, je les prends en photo en début de saison. Comme ça, j'ai toutes les photos des joueurs. Donc, je les rentre directement sur le logiciel. C'est assez simple d'utilisation. Donc, je rentre toutes les données du joueur sur sa fiche. D'accord. Donc, CTS VMA, il y a tout. Vous avez vraiment tout. Et puis après, sur les séances, par exemple, vous pouvez sortir ça en format PDF pour faire vos entretiens en fin de saison. Donc ça, c'est aussi important. Et les joueurs, ils aiment bien. Ça vous donne à peu près son taux de présence à l'entraînement. Et à côté, ça vous donne un peu détaillé sur combien de fois il était en équipe supérieure, combien de fois il était en équipe inférieure, les blessures, les sélections, malades, travail, et ainsi de suite. Voilà. Donc, vous avez toutes les données. Vous avez aussi dans vos entretiens et dans la progression du joueur, on peut la voir en dessous. Alors, je vais faire ça. Donc là, par exemple, j'ai les temps de jeu de chaque joueur avec toutes les stats, avec les notes, avec les nombres de titularisations, le nombre de minutes jouées, le nombre de buts, le nombre de passes. Donc, on a tous les détails. Après, vous pouvez affiner en venant ici, alors soit en Coupe de France, soit en match de préparation, soit en National 2, si vous décidez de voir toutes les compétitions, à vous de le voir. Maintenant, dans l'accompagnement du joueur, je vais revenir sur des stats individualisées et pour vous montrer un peu la courbe de chaque joueur. Voilà, là, je reviens là. Là, vous allez voir en bas, à chaque fois que vous allez mettre vos informations, vous avez un tableau par mois, d'accord, qui vous dit ce que le joueur a fait. Voilà, est-ce qu'il était en entraînement, est-ce qu'il n'était pas en entraînement, est-ce qu'il était malade, voilà, donc c'est assez complet. Vous avez un pourcentage de présence, d'absence, donc vous avez tout. Donc voilà. Alors, si je viens sur les statistiques effectifs, voilà. Là, vous avez la possibilité, par exemple, sur les secteurs de jeu, donc dans l'accompagnement des joueurs que j'ai par secteur de jeu, si je choisis, par exemple, je vais prendre un exemple, je vais prendre 4 milieux de terrain, vous avez la possibilité de faire ça.
Vous prenez 4 milieux de terrain. Allez, je vais en prendre un deuxième. Je ne vais pas prendre les 4 parce que sinon, on perd du temps. Mais alors, voilà, je vais prendre ça, par exemple. Je prends Chahine. Voilà, là, vous avez un comparatif entre les joueurs. D'accord? Vous avez un comparatif entre les joueurs, entre leurs stats perso. Et en bas, vous avez un tableau avec les notes des joueurs, les matchs qu'ils ont pu disputer et leur forme. Voilà. Donc, à un moment, vous voyez un peu le joueur. Donc là, on a par exemple Thomas qui est à peu près en jaune. Donc là, on peut voir, il est plutôt pas mal là. Puis, il y a une baisse ici à cette date-là. Puis, ça remonte, puis ça rechute. Puis, ça remonte, ça rechute. C'est le type même du joueur qu'il a fallu accompagner différemment et qui, d'ailleurs, à la fin de l'année, a signé Amiens en Ligue 2. Donc voilà, donc de cette irrégularité-là, on se pose avec le staff, avec mon staff, avec Julien, surtout avec Julien Lugier, et de voir sur quelle base on peut travailler avec lui pour justement éviter que ce garçon-là puisse être aussi irrégulier. Donc voilà, donc après, sur les matchs, on peut avoir aussi des statistiques pour les joueurs à leur donner, voir un peu quel type de match ils font, comment ils se comportent dans tel ou tel… Là, vous voyez, hein, on a les erreurs sur les buts encaissés, on a les incidences des buts, moyenne d'âge du bloc et bloc équipe. Donc, par bloc, ça, c'est intéressant aussi de le voir pour les amicalistes. Quand vous vous inscrivez, à chaque fois que vous allez rentrer des détails, vous allez avoir voilà, le positionnement de votre bloc. Voilà. Donc, si vous êtes en bloc médian, combien de buts vous mettez, combien de buts vous encaissez. Quand vous êtes sur un bloc haut, vous avez les mêmes stats. Et vous êtes sur du bloc très haut, vous avez aussi des stats. Donc ça, c'est ce qui est intéressant. Ce que je disais un peu tout à l'heure, on n'est jamais en bloc bas ou en bloc très bas. Bien qu'on joue face à des clubs pro, on est toujours dans cette philosophie d'avoir le ballon malgré une forte adversité. Donc sur l'individu, je vais revenir sur le joueur de manière individuelle. Donc une fois que vous avez toutes les données, toutes les stats, nous on fait 2 entretiens, un en décembre, un en fin de saison, avec des PDF qui sont donnés aux joueurs que j'imprime et en forme de dossier, on leur donne pour qu'ils puissent voir leur évolution entre le mois de décembre et le mois de mai. Ce qui est important pour eux. Et on peut même être en relation avec des clubs pro pour donner justement ces dossiers-là pour que le joueur continue à être suivi. Ali disait tout à l'heure, par rapport à des jeunes joueurs sur la région, il faut savoir que c'est assez spécifique parce que maintenant, vous avez de plus en plus de joueurs qui postulent à ces niveaux-là, de plus en plus jeunes. On n'est pas beaucoup de clubs qui utiliseront énormément de jeunes en région parisienne. Et pourtant, on voit que ça peut marcher sur un niveau N2. Donc, c'est important d'avoir ce suivi et surtout que puisse avoir justement une passerelle et une communication avec le staff, par exemple U18 et le staff réserve. Au jour d'aujourd'hui, pour donner quelques détails, sur le FC 93, qui n'est plus l'AF Bobigny, sur l'équipe réserve qui évolue en première division de district, on est sur une moyenne d'âge de 20 ans. Sur la réserve qui est en R2, on est à peu près à 21 ans et demi, 22 ans. Elle se rapproche énormément de l'équipe première. Mais c'est que des jeunes joueurs. Voilà. Il y a un petit peu d'expérience en N2 avec 4 joueurs. Sinon, tout le reste, c'est que des garçons qui sont de moins de 23 ans sur les 3 équipes. Et l'équipe C, elle a une priorité pour les joueurs qui sont du club, c'est-à-dire sur les U18 et les U19, parce qu'on a fait le choix de ne pas mettre une équipe U20 en place pour que ces joueurs-là qui sortent de U18, qui ne peuvent pas jouer tout de suite en N2 ou en R2, qui puissent jouer dans cette équipe 3 avec un accompagnement. Et on l'a vu avec 2 garçons qui ont démarré avec cette équipe 3 et qui aujourd'hui s'entraînent avec moi. Donc, en fait, le temps leur a permis de s'acclimater au football adulte. Et on sait qu'en district, ce n'est pas facile parce qu'il y a aussi de la qualité, il y a aussi des joueurs qui ont un certain vécu, qui viennent peut-être parfois finir un peu leur carrière dans les clubs de leur cœur.
Donc, il y a un certain niveau. Donc, à partir de là, ces garçons-là connaissent un peu ce niveau-là. Et puis, on les fait venir, après sur l'équipe réserve et puis après sur l'équipe première s'ils ont le niveau qui est demandé. Voilà. Donc, sur le logiciel, je le répète encore une fois, hein, vous voyez là-haut, hein, vous pouvez imprimer tous vos documents. Mais je le dis souvent aux éducateurs qui sont chez nous, alors ça paraît être beaucoup de travail, mais si vous êtes passionné, moi, je n'appelle pas ça du travail. Quand je rentre à la maison et que je dois rentrer des données, alors je ne vis pas du foot, hein, je suis salarié en mairie, mais si je dois passer du temps à rentrer toutes mes données, pour moi, c'est un plaisir, ce n'est pas une perte de temps. Donc oui, c'est du travail, mais vous avez la satisfaction derrière d'avoir toutes les données et aussi renvoyer aussi une image professionnelle aussi à vos joueurs et à votre club. Parce que c'est important de respecter les clubs qui nous engagent par une qualité de travail. Et il ne faut pas oublier aussi une chose, et je le dis et j'en profite, autant on a beaucoup de joueurs de qualité en région parisienne, mais aussi on a beaucoup d'éducateurs. Et aussi, il faut savoir qu'on représente aussi la région parisienne sur le plan de la formation d'éducateurs. Donc, c'est important qu'on puisse être les plus pros possibles par tous les outils qui nous sont mis à disposition. Là, c'est un outil qui coûte pas cher, enfin, qui coûte rien, parce que pour la partie exercice de foot, je vous montre rapidement. La partie exercice de foot, c'est celle-là. Donc, vous avez la possibilité de faire vos séances vous-même. Donc, vous avez tous les outils justement pour concevoir votre séance. Je vais vous montrer juste un petit exemple. Allez. Voilà. Donc, vous avez les différents terrains et vous allez voir que c'est… Alors, vous avez là, alors, gestion des terrains, vous avez tous les terrains. Alors, donc là, moi, j'ai créé une bibliothèque avec les différentes animations, les exos d'échauffement avec ballon, les exercices, voilà, différents exercices, toujours avec liés au thème, des jeux, donc il y en a aussi, donc le jeu final, là, voilà, et séance globale, vous avez la possibilité de faire plein de choses en créant une bibliothèque par rapport à ça. Donc, c'est un logiciel qui est, vous voyez là, vous avez les ballons, les coupelles, vous avez tout. Vous avez tout le matériel pour concevoir votre séance. Et vous avez alors la gestion des terrains. Je vais revenir. Alors là, vous avez le canevas terrain. Donc, vous avez de tout, hein. Vous avez du beach. Vous avez là, alors, hop. Voilà, vous avez des terrains que vous pouvez vous-même matérialiser. Vous avez, si vous voulez aller sur du 11, vous allez avoir des terrains assez complets. Voilà, vous les avez dans différents formats en 3D, comme vous voulez. Le mieux, c'est de mettre en 3D, comme ça, vous avez la possibilité. Vous allez voir, hein, c'est assez simple. Si là, je rentre sur un terrain, voilà, le ballon, vous le prenez, vous le mettez là, et il est déjà là. Les coupelles, c'est pareil. Prenez, vous mettez, c'est déjà là. Voilà, si vous voulez des buts amovibles, voilà, vous les mettez, et là, c'est réglé. Voilà. C'est un logiciel qui est très simple. Vous avez des joueurs, vous avez 4 équipes pour pouvoir faire vos joueurs. Donc, pareil, hein, c'est le même principe. Là, vous avez les joueurs. Vous pouvez réduire hein, si vous avez envie, agrandir. C'est comme vous voulez. C'est très simple d'utilisation. Là, pareil, vous voulez prendre un autre joueur. Là, c'est pareil. Les gardiens, vous les avez aussi. Donc, vous avez différents gardiens. Là, pareil, sur l'équipe 1, vous avez pareil, les gardiens. Donc, il y a vraiment la possibilité de faire plein de choses pour justement concevoir votre séance. C'est ce que j'ai montré tout à l'heure. Moi, je travaille avec cet outil-là et j'arrive toujours avec mes séances qui sont déjà préparées et prêtes avec les équipes qui sont derrière. Bon, ça peut arriver qu'on ait plusieurs des absents ou des blessés. Donc, on s'adapte. C'est le fort des coachs amateurs, c'est de s'adapter, d'être toujours… On est formé pour ça, pour toujours s'adapter quand il y a un problème. Donc, voilà sur le logiciel. Donc, et après, sur le logiciel coach adjoint, vous avez, sur la partie exercice de foot, vous avez la vidéo. Donc là, moi, je m'en suis servi parce que bon, le logiciel existe depuis pas très longtemps, depuis moins de 6 mois. Moi, j'ai pu l'utiliser pour le match du Red Star qu'on a joué en Coupe de France.
Donc voilà, mais je l'ai montré encore tout à l'heure. Vous avez la possibilité de récupérer des vidéos. C'est vraiment intéressant. Voilà, voilà comment il se compose. C'est très facile d'utilisation. Donc, avec le matériel qui est ici, voilà, si vous voulez faire un rond, c'est assez simple. Voilà, pas de. Là, si vous voulez faire ça, voilà. Ah, pardon. Là, hop, voilà. C'est assez simple d'utilisation. Donc, on a tout pour bien travailler. Je pense que le logiciel coach adjoint a été créé par des footballeurs comme il y a Sébastien Cuvier, il y a Philippe Ollier. C'est des gens qui ont coaché en National 2, en National 3. Ils ont été joueurs. Sébastien Cuvier a été joueur au Havre. Donc, voilà, il y a des ambassadeurs tels que Christian Gourcuff et il y a Franck Rizzetto. Il y a voilà, des gens avec qui on collabore, on travaille. Et il y a vraiment des choses passionnantes à faire. Voilà. Donc, sur le logiciel, Charles, je ne sais pas si, voilà, si tu veux voir autre chose. Voilà. Et sur l'accompagnement du joueur, c'est ce que je disais tout à l'heure. À partir du moment où on a des éléments et on alimente et qu'on accompagne sur l'aspect sportif, il faut savoir aussi qu'en N2, on ne fait pas que ça. On ne fait pas que ça. On accompagne aussi les joueurs dans une forme de réinsertion. Parce que il y en a, ils sont au chômage, il y en a, ils sont déscolarisés, il y en a, ils reviennent de centres de formation et ils ne savent pas encore s'inscrire à un pôle emploi, par exemple. Donc, c'est aussi mon rôle aussi de les accompagner vers ça. Donc, je n'ai pas une relation que sportive avec mes joueurs, j'ai une relation aussi humaine et pour moi, elle est hyper importante. Si je veux obtenir le maximum de mes joueurs, les joueurs m'intéressent avec leur bon côté, mais aussi leur mauvais côté, parce qu'on les éduque aussi. Ali a employé le terme éducateur. Moi, je me retrouve en plein dedans parce que je suis passé aussi par des phases difficiles et je me suis construit comme ça. Donc, pour moi, la partie accompagnement de l'humain, elle est beaucoup plus importante que de leur apprendre à jouer dans une animation ou dans une autre. Voilà. Merci Imed. On a pu avoir différents éléments, en tout cas les outils avec lesquels tu travailles. Donc je trouve que dans la continuité de la présentation qu'on avait eue avec Thomas, ça enrichit aujourd'hui le panel d'outils qu'on peut avoir pour pouvoir développer le joueur dans son ensemble. Mais comme tu dis, l'humain garde une place très importante. Donc on peut avoir toutes les stats qu'on veut. Malgré tout, le relationnel va faire beaucoup pour le développement personnel. Je vais laisser la parole à Mélanie qui va, dans la continuité, poser les questions aux différentes personnes qui sont présentes sur la visio. Ok, alors bonsoir à tous. Alors, une question de Boussad. Bonsoir Imed. Alors, il est fier de ton parcours et il aimerait savoir les changements de système s'ils sont liés à ton effectif ou à l'adversaire. Alors, l'adversité, j'y accorde une importance, comme je le disais tout à l'heure, dans la conception de la semaine, c'est-à-dire quand je donne les objectifs en début de semaine qui tendent directement vers le match du week-end. L'adversaire, j'en parle en début de semaine, mais je ne me focalise pas trop dessus. Par contre, sur le projet de jeu, sur les systèmes, je me base pratiquement jamais sur l'adversaire. C'est-à-dire que je ne vais pas changer mon système parce que l'adversaire joue de telle ou telle manière. Moi, je suis dans un rapport de force. J'essaye de faire en sorte que ce soit l'adversaire qui doit s'adapter à nous. Après, nous, par des aménagements, on amène aussi notre groupe parce qu'on a vu chez l'adversaire, parce qu'on en prend toujours un petit peu compte sans changer notre système, mais d'essayer d'être le moins prévisible, c'est ce que je disais tout à l'heure, le moins prévisible possible. Mais par contre, mon système ne change pas. C'est-à-dire que l'année dernière, on a joué en 4-4-2 en losange. Les adversaires le savaient, mais on a joué comme ça. Après, c'était aussi de permettre aussi aux garçons de réfléchir, de déjouer aussi justement les plans qui sont mis pour nous contrer. Mais généralement, je ne m'adapte pas. Je m'adapte pas. Par contre, dans le match, on peut avoir, mais c'est des choses qui sont pensées avant, c'est des choses qui sont déjà discutées avec les joueurs. On peut amener à faire des changements, à changer une forme d'orientation pour justement avoir toujours la main mise sur le jeu
et d'avoir justement cette pression pour continuer à dominer. Pour donner un exemple, pour répondre à la question à Boubou, l'année dernière, en moyenne, on a une possession qui est à peu près à 55%. Donc, c'était important pour nous de continuer à toujours respecter cette philosophie-là et justement nos principes de jeu pour justement ne pas avoir à y déroger. On va faire une passe courte à Roshan alors, qui va poser la prochaine question. Allez, bah, du coup, j'ai la question de notre président de l'AEF. Christian, quels sont les objectifs à atteindre pour le club dans le pôle formation et post-formation, court, moyen terme? Alors, pour le pôle formation, il faut savoir, bah, déjà, vous avez reçu Thomas il y a quelques temps, enfin juste avant moi. Thomas arrive justement dans cette optique de continuer à développer le club. L'objectif, très clairement, pour la formation, c'est d'avoir toutes les équipes au plus haut niveau. Donc, le club tend à ça. C'est une volonté réelle du président et il fait tout pour que justement on y arrive. Donc, les U14 qui sont par exemple en R3, cette année, on avait une belle génération et on peut le voir à Clairefontaine, ils y sont en masse. Bon, malheureusement, ça s'est arrêté, donc on n'a pas pu en bénéficier, mais il y a encore des bonnes générations qui arrivent derrière parce que le club travaille très bien en dessous. Donc, c'est de faire monter les U14 rapidement, les U16 et, comme je le disais, avec Thomas, les U18. Maintenant, pour rien cacher, moi, j'ai reçu Thomas il y a 2-3 semaines. Voilà. Alors, certes, on a des ambitions, mais on ne va pas tout faire voilà. On ne va pas faire n'importe quoi pour y arriver. On sait très bien que les résultats, c'est fragile. On va pas, il se peut qu'on ne réussisse pas à ce niveau-là. Ce qu'il faut surtout, c'est que Thomas, aussi dans un deuxième temps, et l'objectif, je vais dire principal, c'est d'avoir des joueurs issus de son équipe qui soient en équipe senior. Pour moi, ça, c'est plus important. Si on a des résultats, tant mieux. Si on a des résultats, tant mieux. Mais par contre, l'objectif, c'est aussi d'avoir des joueurs qui passent par les U18, qui viennent alimenter ou la réserve ou l'équipe N2. Pour la N2, donc quand on parlait de post-formation, donc ça englobe aussi la N2, parce qu'on a beaucoup de joueurs jeunes qui sont en post-formation. Pour la N2, pour l'instant, c'est de se stabiliser à ce niveau-là, comme je le disais auparavant, c'est de construire un effectif fort. Moi, je suis ambitieux, mais en même temps j'ai un budget qui est très restreint. On est aux alentours des 250 000 euros pour une équipe N2. Il faut savoir que nos adversaires tournent entre 600 000 et 1,7 million. Donc voilà, donc Ali tout à l'heure parlait de jeunes. Moi, je pense que ces jeunes-là, ils sont capables d'aller chercher des équipes qui ont ces budgets-là. Donc, je n'ai pas d'inquiétude. Il faut leur laisser le temps. Le même temps qu'on va laisser à notre formation de se développer et ne pas mettre une épée de Damoclès au-dessus de la tête des coachs pour leur dire qu'il faut absolument faire des résultats. Je pense qu'il faut passer d'abord par le jeu. Il faut donner du plaisir aux gens, aux parents. Il faut avoir un club discipliné, de la rigueur. Il faut se construire étape par étape avec tous les partenaires que nous avons. Et une fois qu'on va bien se construire, à ce moment-là, on pourra parler d'objectifs de résultats. Mais pour l'instant, allons-y étape par étape. Il ne faut pas tout brûler et je pense qu'on va y arriver. J'ai confiance en ce qui est mis en place. Je vais soulager mes collègues d'une question. J'ai une question de Galaxy. Alors, je ne sais pas. C'est peut-être Thomas Pesquet qui est avec nous. Quelle est ta vision principale du jeu à domicile ou à l'extérieur? Qui a en partie quand même répondu, mais… Elle ne varie pas. Précisions. Elle ne varie pas, Charles. Je joue de la même façon à domicile ou à l'extérieur. On joue pour gagner. On rentre pour gagner. Après, je sais ce que j'ai. Je connais les qualités de mon groupe. Je connais nos manques aussi. On jongle avec les deux pour essayer d'avoir le même projet et c'est-à-dire voilà, ne pas déjouer. On n'est pas là pour… L'objectif, c'est que ces garçons-là se montrent collectivement et individuellement sous leur meilleur jour. Voilà, c'est ça l'objectif.
Et aller jouer à l'extérieur ou jouer chez nous, on a un principe qui est très simple, c'est que la tribune, elle est pleine. Ali a mentionné tout à l'heure Stéphane. Stéphane a fait un bon travail avant que j'arrive. L'équipe, elle est montée jusqu'en N2. La dernière saison, elle était compliquée. Donc, on n'avait pas forcément les joueurs pour justement offrir justement des matchs de qualité. Et puis, par la suite, on a des tribunes qui sont pleines. Et comme on dit souvent, l'objectif, c'est que le samedi, les gens viennent, prennent du plaisir. Et c'est le cas. Parce qu'on a tous les samedis, on fait pratiquement plein. Donc, mon idée première, c'est de donner du plaisir aux gens qui viennent nous voir. Voilà, qui voient qu'on travaille aussi bien dans un club amateur que dans un club pro et qu'on travaille très bien aussi en région parisienne. Et on n'oublie pas que nous, on représente aussi notre ligue parce qu'on est le seul club du département en N2. Donc, ça, c'est important. Donc, voilà. Donc, l'idée, si tu veux, l'idée de jeu, elle ne change pas à domicile ou à l'extérieur. Elle reste la même. OK. Et alors, je chiffre la mi-temps des questions, puisqu'il y avait une petite partie de Jérôme Dron, on n'avait pas encore répondu. Oui, alors c'était… C'était sur voilà, ton avis sur l'arbitrage en général à ce niveau-là et les relations avec l'arbitrage. Bah, la relation, pour ma part, elle s'est beaucoup améliorée parce que j'étais pas exemplaire à ce niveau-là quand j'étais joueur ou même quand je débutais par manque d'expérience. Je vivais peut-être un peu trop les matchs. J'avais pas le recul nécessaire par manque d'expérience aussi. Donc, c'est important que maintenant, j'en parle avec les jeunes éducateurs qui démarrent. Je me vois parfois en eux aussi parce qu'on n'est pas parfait, parce qu'on commet beaucoup d'erreurs aussi. Alors, je continue de vivre mes matchs là, avec la même intensité, avec la même passion. Je suis le 12e joueur, on va dire, entre guillemets, mais pas trop, parce qu'il faut avoir aussi le recul nécessaire. La relation avec les arbitres, elle est très bonne. Après, on est toujours pas content, on râle un petit peu. Tant que ça ne dépasse pas les bornes, tant qu'on ne va pas au-delà de ce qui est acceptable, c'est ça. Après, j'interdis tout le temps à mes joueurs. Et ça, pour moi, c'est une fierté parce que l'année dernière, on a eu un seul rouge sur les 21 journées, c'était dans le jeu, c'était 2 jaunes. Par contre, j'interdis à mes joueurs de parler avec les arbitres. Voilà, discute pas avec les arbitres. Nous, on est là, on peut discuter, on a peut-être un peu plus de recul, donc on n'a pas de problème avec ça. Et puis au sein de notre club aussi, l'accueil des arbitres, il est excellent. Et on est très bien accueillis chez nous. Et ça, c'est pour l'image du club, c'est hyper important. On insiste beaucoup dessus. Donc voilà. Donc après, pour la relation avec les arbitres, je dis, elle évolue. Ils font partie du jeu. C'est des acteurs importants de notre sport. Donc voilà, autant ils peuvent se tromper, nous aussi on se trompe. Donc voilà, il faut s'accepter comme on est et il faut vivre sa passion comme elle est sans surjouer ou sans se donner un rôle qui n'est pas le nôtre. Merci beaucoup. De bonne continuation. Merci beaucoup. Merci, Jérôme. Avec plaisir. Mélanie, prochaine question. Ouais, voilà. Alors, la question d'Eric concerne sur la nutrition. Julie guide comment les joueurs sur leur alimentation? Est-ce que c'est par semaine, tous les mois ou en fonction de… ou ça change au niveau de la saison? J'ai un bon exemple à donner à ce niveau-là. On a un garçon, jeune joueur, né en 2000, Smith, qui est une bête de la nature, qui fait 1,96 et qui fait 116 kilos. Donc, des problèmes de poids, mais pas que. Enfin, si on peut pas, grâce à Julie, moi j'ai découvert que ce garçon-là, il ne fallait pas qu'il perde trop de poids, qu'il ne fallait pas qu'il descende en dessous des 105. Donc, elle a travaillé avec lui sur un programme. Donc, c'est par cycle. C'est un programme, elle les accompagne. Donc, elle fait des programmes avec eux, elle les accompagne sur ça. Et puis, on a vu le résultat avec le garçon. Il est descendu à 105 kilos et il ne faut pas qu'il descende plus bas. Donc, il y a un deuxième cycle de travail qui est entrepris par Julien sur la musculation, sur le travail de proprioception, sur plein de facteurs qui vont faire que ce garçon-là
c'est bien développé et c'est un garçon qui est devenu très performant et qui d'ailleurs, je ne sais pas si on va pouvoir le garder longtemps. Mais en tous les cas, elle fonctionne par cycle avec les joueurs. Super, merci Imed. On va juste alors bloquer les questions puisque on continue à en recevoir pour respecter notre timing et notre engagement, que ce soit auprès de toi ou auprès de tout le monde de 21h, mais tant mieux. Donc, Roshan, prochaine question. Ouais, je vais enchaîner avec celle de Christian qui te pose la question de comment tu peux expliquer les caractéristiques des joueurs en retour des centres de formation après un échec. J'y suis confronté tous les ans. J'y ai été confronté aussi quand j'étais en 19. Malheureusement, vous récupérez des joueurs dans un état psychologique un peu difficile parce que ils ont l'impression que tout s'est arrêté, alors que pour moi, au contraire, tout commence parce que c'est des jeunes joueurs, ils sont très jeunes, ils ont tendance à oublier qu'ils n'ont que 18 ou 19 ans, selon comment vous les récupérez. On se rend compte aussi que quand ils reviennent chez nous, moi j'ai l'exemple avec certains joueurs, quand ils reviennent chez nous, ils reviennent, alors on a laissé les mêmes joueurs en fait. C'est-à-dire que moi, ils sont partis de chez moi, ils avaient les mêmes qualités, ils avaient les mêmes défauts. Donc, quand ils reviennent, du coup, il y a un travail à faire avec eux, que ce soit sur l'aspect psychologique, mais aussi sur l'aspect tactique, sur l'aspect technique. Donc, on redémarre en fait avec eux. Et ils repartent. Il y a pas de… Parce que bon, heureusement, je dirais qu'il y a des exemples. Il y a des exemples de joueurs qui sortent de centre et qui repartent en club pro. Et ces exemples-là, moi, c'est ce que je mets en avant. Je voulais citer tout à l'heure, quand je récupère Youssouf Fofana, il n'est pas gardé à Clairefontaine, il est en équipe réserve chez nous, il se retrouve titulaire à Monaco. Donc voilà, c'est un exemple. Ibrahim Sissoko, pareil, qui a fini deuxième meilleur buteur de Ligue 2, je le récupère, pareil, c'est compliqué. Donc derrière, il devient pro et il est performant. Donc c'est l'accompagnement qui est important. C'est l'accompagnement qui est important. C'est vous, comment vous allez avoir des exemples, comment vous allez amener le joueur, de le comprendre aussi, d'essayer d'aller et puis de garder une forme aussi de rigueur aussi, parce que c'est ce qu'ils ont besoin. Et Ali peut en témoigner, les joueurs parisiens, c'est assez spécifique. Ils ont besoin de ça. Ils ont besoin du côté humain, de les comprendre, de les accompagner, d'être là tout le temps pour eux, mais ils ont aussi besoin d'une discipline, d'une forte discipline, d'un cadre. Et ce cadre-là, il est hyper important dans leur épanouissement prochain. Donc voilà, donc moi personnellement, quand je récupère des joueurs de centre, je suis navré au départ pour eux, mais en même temps, je suis très dynamique pour justement entreprendre et enclencher quelque chose avec eux. Et on trace une feuille de route justement pour qu'ils évoluent. Après, je n'ai pas de baguette magique. Je ne réussis pas avec tous. Malheureusement, il y en a qui reviennent, c'est très, très, très compliqué. Donc, si on ne réussit pas dans le foot, mon rôle, c'est qu'ils réussissent en dehors du foot, c'est-à-dire dans leur vie de tous les jours. Et j'ai la satisfaction cette année avec un garçon qui s'est marié, qui a fondé un foyer, qui maintenant qui travaille. Donc voilà, le foot, ça sera un plus. Et peut-être qu'il réussira plus tard, peut-être qu'il aura trouvé cet équilibre-là, et peut-être que plus tard, il va réussir. Voilà, il n'y a rien de définitif en fait. Mais par contre, il était important pour moi qu'il ait un cadre et qu'il ait quelque chose à côté pour justement continuer à s'épanouir et de s'assumer en tant qu'homme. Et là, il a une famille et je suis très, très heureux. Pour moi, c'est beaucoup plus qu'une réussite. Alors que si on l'avait peut-être repropulsé sur un club pro, on aurait été content. Mais là, le fait de le voir se construire de cette façon-là, pour moi, c'est plus qu'une fierté. Et c'est ça, pour moi, le rôle principal, que ce soit d'un entraîneur ou d'un éducateur. Parce que pour moi, ils sont indissociables les deux. Ok. Et justement, là, par rapport
à ces joueurs-là, il y a un environnement à gérer et comment tu vas gérer les sollicitations des agents par rapport à tes joueurs? Bah, les agents, nous, par exemple, au club, on a mis quelque chose en place, c'est que rien ne passe par moi. C'est-à-dire tout est filtré par le directeur technique du club. C'est-à-dire tout ce qui est relation agent, même si les agents ont envie de me parler parce que tel joueur n'a pas assez de temps de jeu, ceci, cela. En fait, tous ces détails-là, c'est le directeur technique qui… Parce qu'il est omniprésent avec moi, il est souvent avec moi. On échange 7 sur 7, 12 sur 24. Donc ça passe jamais par le coach. Moi, je m'interdis de me faire parasiter par des gens pour justement… Je sais ce que j'ai à faire. On sait ce qu'on doit mettre en place avec le garçon. Donc, à partir de là, voilà, cette gestion-là, c'est le club qui la gère. Après, l'environnement, il est très compliqué parce qu'il faut savoir une chose. Vous avez les parents qui ont mis beaucoup d'espoir dans ces jeunes joueurs. D'accord? Et quand ils les voient arriver, je peux vous assurer que l'image que le joueur a, c'est je vais rentrer chez moi, je vais décevoir ma famille. Ça, il faut l'accompagner là-dessus. C'est important. Vous avez aussi les joueurs qui le regard des autres, le regard des copains. Tant qu'il était en centre, c'était un peu la coqueluche du quartier. Il sort, il est limite moqué. Donc, il y a aussi le regard des autres qui est important. Donc, tout ça, tous ces paramètres-là, tous ces exemples-là, moi, je dois en prendre compte. Et je dois faire avec. Et je dois construire avec. Et l'objectif, c'est aussi d'accompagner le garçon pour qu'à un moment, il retrouve déjà une fierté chez lui-même. Avant le regard des autres, c'est aussi lui de retrouver beaucoup de fierté parce que ce que je leur dis souvent, vous n'êtes pas des ratés, vous débutez votre vie et vous allez la réussir. Voilà. Alors, autant je peux être intransigeant sur la partie technique, sur la partie tactique, où je mets beaucoup d'exigences, où je suis tout le temps derrière eux et tout, mais on revient toujours à la même chose. La partie de l'humain, pour moi, elle est hyper importante. Et de s'enfermer dans un bureau ou discuter au milieu du terrain, même pendant une séance, ce que je m'accorde à faire avec des joueurs, c'est l'humain, c'est mon vécu aussi. C'est voilà, je ne veux pas qu'ils reproduisent les erreurs que moi j'ai pu faire. Et ce devoir d'exemplarité, on doit le donner à ces jeunes joueurs. C'est important. Après, voilà, la gestion de l'environnement et tout, quand on a été formé dans la région parisienne, quand on est passé par du district jusqu'au national, on peut tout gérer. Et plus on monte de niveau, et plus c'est facile. Parce que vous avez plein de gens qui sont là pour gérer ce que j'appelle moi la DRH. Ok. Très bien. On va finir. On va finir par une dernière, Roche. Je te laisse la parole. Ouais. On finit par cette dernière question de Farid. Il me demande comment est l'accueil en Provence des clubs en venant de la région parisienne. C'est dans l'ensemble, il n'y a pas de souci. Ça se passe même bien. Il n'y a rien. Ce qui est important, c'est l'inverse. Il faut que nous, on accueille tout le monde d'une bonne façon. Parce qu'il y a beaucoup d'a priori sur la région parisienne. C'est plutôt ça le problème. Donc, quand ils viennent chez nous, on se doit d'être exemplaire. Après, c'est de la compète. C'est de la compétition. On est là pour faire de la compète. Donc, sur le terrain, ça peut se chamailler un peu, il peut y avoir des frictions. Ce n'est pas le problème. Mais par contre, de l'accueil au départ, il faut que tout soit nickel. Et ça, nous, on a eu l'exemple avec Bastia l'année dernière, où ça s'est super bien passé. Et d'ailleurs, grâce à ce match-là, j'ai développé une amitié avec le président du club, parce que l'accueil a été pour eux énorme. Ils ne s'y attendaient pas. Ils se disaient, on arrive dans le 93, ça va être compliqué, on va avoir ci, on va avoir ça. Et finalement, non. Finalement, ils ont vu que c'était tout le contraire. Et ça, c'est sur ça qu'on doit travailler. C'est ça, on doit dédramatiser. Moi, je vois beaucoup de tensions dans les matchs de jeunes. Je suis passé par des 19 ans DH. J'ai vu des tensions sur les bancs. Et c'est juste pas possible. On peut vivre son match. Mais instrumentaliser ces joueurs pour être dans l'agression, dans l'agressivité, ou des supporters, ou des gars, pour moi, ça, il y a pas quand je dis il n'y a pas d'enjeu, c'est qu'il n'y a pas de finance, il n'y a pas d'argent, on ne va pas perdre des emplois, il n'y a pas tout ça. Donc, il faut qu'on revienne au jeu, c'est le plus important. Il faut qu'on pense à l'image de son club, l'image de l'accueil qu'on peut avoir pour les uns, pour les autres. Ça, c'est important. Et je pense que
En province, ça se passe bien. Après, il peut se passer des petites choses. Voilà. Moi, sincèrement, je ne suis pas attentif à ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le terrain. Qu'en dehors, on a eu des insultes ou autres, voilà, il faut pas. C'est pas spécifique à la province, je veux dire. Des mauvais comportements, vous en avez partout. Voilà. Mais généralement, N2, ça se passe plutôt bien. Après, voilà, après, il y a du chambrage et un peu, c'est pas rien de méchant. Mais généralement, quand on est focalisé sur le match, c'est ce que je dis aux joueurs. Si on est focalisé sur le match, nous, le banc, si on est focalisé sur le match, on n'entend pas ce qui se passe en haut. Voilà. Et l'expérience m'a fait gagner du temps. Maintenant, j'entends des choses, je ne me retourne pas, je reste concentré sur mon match. C'est plus important. Parce que si je me retourne, ça veut dire qu'ils m'ont fait sortir de mon match et c'est moi qui suis mauvais, pas eux. Voilà, c'est l'exemple que je dois avoir vis-à-vis de mes joueurs et je me force à l'avoir. Merci beaucoup, Imed. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à l'éducateur de demain pour conclure cette vidéo? Je ne sais pas si je suis un bon exemple à donner des conseils, mais je dirais juste qu'il faut faire les choses avec passion. Moi, j'aime par-dessus tout ce que je fais. Je me donne les moyens aussi. Je fais tout. Je n'ai pas eu un niveau scolaire énorme. Mais voilà, je me donne les moyens. J'écoute un peu les anciens aussi. Ils sont toujours de bons conseils. Il faut écouter ces gens-là parce qu'ils ont. Il y a une fois, Didier Kenner m'avait dit un truc assez juste. L'expérience, vous ne la rattrapez pas au final avec un ancien. Parce qu'il a vécu, il est passé par des choses. Et je pense que c'est toujours une richesse de prendre pour s'armer. Donc, le conseil que je donne, c'est de vivre les choses avec passion. C'est un jeu, il ne faut pas l'oublier. De prendre le maximum de plaisir, de se former, parce que c'est important. C'est vraiment d'aller dans les formations. Et voilà, et votre rigueur va vous amener vers des bons niveaux. Voilà, si vous voulez accéder à des niveaux, il faut aller vers ces niveaux-là. Voilà. Mais avec bagage, avec beaucoup de curiosité, avec beaucoup d'investissement. C'est pas être un entraîneur de foot ou être un éducateur juste pour les réseaux sociaux ou pour autres. Il faut aimer ce qu'on fait. Voilà. Si on aime ce qu'on fait, eh ben, on accordera beaucoup de temps. Moi, je m'investis beaucoup avec un staff qui est là. Et je suis accompagné d'un staff compétent. Et on a énormément de plaisir à se retrouver pour des séances, pour travailler, pour justement amener les joueurs vers de la compète. Et quand il y a de la réussite des joueurs, ben, on estime que voilà, on a tous réussi, pas que le joueur, pas que le staff, mais tout un club. Merci beaucoup, Imed. C'est moi qui vous remercie. C'était un plaisir. Merci beaucoup pour ce soir. C'était un plaisir de partager ce moment avec toi. Il me semble qu'on a quand même tenu nos engagements. Oui, ça n'y a pas de problème pour moi. Non, mais pour toi et pour d'autres. Donc, c'est quand même très important. C'était important aussi pour nous. Voilà. Je vais laisser le soin à Christian, en tant que président de l'AEF, de conclure cette vidéoconférence. Et encore merci beaucoup pour cette Charles. Merci belle intervention. Merci. Merci à tous. Merci à toi, Imed. Vraiment, on a ressenti cette humilité, cette passion, ce sens du travail, l'apport que tu peux être pour tes joueurs. Et c'est ça la fonction d'éducateur. Tu es entraîneur en National 2, mais derrière l'entraîneur, il y a bien en place l'éducateur. Et c'est extrêmement important. Et donc, je vous remercie à tous. Vous allez recevoir un questionnaire sur cette visio. Il est très simple et rapide à remplir et il nous aide beaucoup pour améliorer la suite. Donc, merci à toi, Imed, de ton intervention. Tu as permis de vivre et de faire vivre ta passion. Eh bien, avec cette visio, tu as pu la transmettre à tous nos éducateurs présents et tous ceux qui nous ont fait la gentillesse de nous suivre. Merci à toi, François, de ta présence, Ali, et vous tous. Et on vous donne rendez-vous pour un prochain rendez-vous, peut-être en juin, peut-être en septembre. Et bonne fin de soirée à tous. Merci. Merci à tous. Merci à tous. Merci. À bientôt. À bientôt. Ouais. Merci à tous. Bye, bonne soirée. Merci.